T'écoutes jouer. Et toi, à quoi tu joues? Bonsoir, bienvenue dans Des Luttes et des Plumes. On est ensemble pour 2 heures. Ce soir, encore une belle émission. Nous, on triche un peu, on l'enregistre en plein après-midi. Et j'avoue qu'ici, dans les studios, il fait un peu chaud, mais on va essayer de faire en sorte que ça ne nous embête pas. À mes côtés, il y a Yann. Salut Alex. En forme? Bah ouais, nickel. Après un petit week-end bien rempli, là, on a été à Fouesnant ce week-end et on a fait plein de découvertes de jeux, de futurs jeux. C'est ça. C'était plutôt sympa. Et beaucoup de rencontres, pas forcément nouvelles, mais qui font toujours plaisir en fait. On a revu des gens qu'on apprécie énormément. Par exemple, Nathalie et Rémi Saunier, Wilfried et Marie Fort, Eric Jumel, pour ne citer que parce qu'ils étaient nombreux. Si on commence là, on en a pour plus de 2 heures à devoir citer tout le monde. Toi, ce soir, Yann, tu vas nous emmener du côté de la Grèce. Oui, on va partir dans la mythologie et on va aller explorer Éphiran. Parfait. À tes côtés, il y a Damien. Ça va, Damien? Ça va très très bien. Donc toi, tu étais avec nous ce week-end. Ouais. Ce qui explique que du coup, tu as eu un petit peu moins de temps pour éplucher le courrier des auditeurs. Mais j'ai branché le son sur Facebook. Exactement. Et normalement, vous devriez avoir un son de bien meilleure qualité. Alors pour ceux qui nous écoutent à la radio, le son ne change rien. Vous avez l'habitude de nous entendre parfaitement. On est audible, on ne dit pas forcément des choses intelligentes, mais au moins on nous comprend. Et bien pour ceux qui nous suivent sur le Facebook, après 4 années de... Après 4 ans, on vous promet que le son sera bon. Maintenant, normalement, sur la vidéo, vous devez avoir un bon son, on l'espère. Peut-être qu'ils préféraient avant quand c'était pas audible. Peut-être. Mais n'hésitez pas à nous dire tout ça par commentaire. Nous, on va les lire et on en tiendra ou non compte. Talmo, ça va bien? Ça va bien, bonjour. Bonjour, oui, puisque c'est vrai qu'entre l'après-midi et le soir, on ne sait plus comment dire. Et toi, aujourd'hui, on va faire un petit truc sympa. On va parler un petit peu. Je vais vous jeux et séries associer. télé. Oui, voilà. Je vais saluer déjà la reprise de Game of Thrones. Et puis la sortie en boîte du Donjons et Dragons Stranger Things. Et après, on va essayer de décliner ça et de voir quelles licences nous on peut racheter pour gagner plein d'argent et les adapter en jeu. Mais donc, je vais vous faire travailler et surtout notre invité qui est très créatif. Tout à fait, puisque notre invité ce soir a plusieurs casquettes. Alors, on a des gens, quand ils sont écrivains et qu'ils s'appellent Marquis, ça porte un petit peu à confusion, hein, notamment quand on est de SAD. Et bien là, quand on s'appelle Damien, on peut dire « Oula, attention, gare au chacal » par exemple. Mais effectivement, Damien Marquis, Damien Tipim, voilà, il a plusieurs noms parce qu'il a plusieurs casquettes, comme on l'a dit. Auteur, illustrateur, en tout cas, il est avec nous ce soir et ce soir, il sera simplement invité. Ça va, Damien ? Bonsoir, oui, ça va très bien. Merci de me recevoir, en tout cas. C'est une sorte de Tony Micheli du jeu, en fait. Ah oui. Je note très bien. C'est ça, mais merci à toi d'avoir répondu présent. Avec plaisir. Il y a un petit peu de route. Alors, tu le sais, parce que je sais que tu suis l'émission avec ferveur, et tu sais qu'on commence toutes les émissions par faire un jeu en direct. Oui. Un jeu qu'on a la chance de recevoir par des auteurs, par des éditeurs ou par des partenaires. Cette année, on a 2 partenaires pour l'émission. Il s'agit de Sortilège à Vannes et de Remue Ménage à Quimper. Cette année, dans Des Luttes et des Plumes, si on joue en direct, c'est grâce à nos 2 partenaires. Dans le Morbihan, Sortilège à Vannes, 4 rue Hoche, quartier de la Mairie, votre spécialiste JDS, JDR, JCE, JCC. Dans le Finistère, le Remue Ménage à Quimper, 5 rue Toul-Al-Laher, quartier de la Cathédrale, 10 ans d'expérience au service des joueurs. Alors pour nous permettre de partager avec vous ces moments ludiques, toute l'équipe de Des Luttes remercie Sortilège Vannes et Remue Ménage à Quimper, nos partenaires du jeu Antenne. Tout à fait, merci à eux parce que ce soir, grâce à cela, on va pouvoir jouer à Sam la Pagaille. Alors Sam la Pagaille, c'est un jeu de Cédric Duvels, c'est quelqu'un qui a notamment créé le jeu Éphiran, dont on va vous parler un petit peu plus tard dans l'émission, si vous avez suivi de quoi Yann allait parler. Il a fait aussi Sam la Pagaille en Égypte, donc c'est une revisite du jeu dont on va jouer ce soir, ou le jeu Zigzag. C'est illustré par Olivier Fanière. Olivier Fanière, on le connaît bien parce qu'il a illustré notamment Casting, Footrack par exemple, ou Skeleton Island, ou alors notre logo de Des Luttes et des Plumes. Effectivement, de Des Luttes, qu'on retrouve sur nos t-shirts, nos cartes de visite, et un grand merci à lui. C'est édité par Elements Édition, Sam la Pagaille. C'est sorti, alors la première sortie date de 2014.
2014, mais il y a des rééditions en fait un petit peu courantes. C'est pour 2 à 8 joueurs à partir de 6 ans et des parties qui peuvent aller de 10 minutes à un quart d'heure. Il s'agit en fait d'un jeu de rapidité visuelle. Donc on va avoir des cartes Sam la pagaille. Sur ces cartes, il y a toujours un petit renard, c'est Sam, qui est représenté. À ses pieds, il y a un pot de peinture, il y a toujours une tache un petit peu parce que forcément, il met la pagaille dans la carte. Et surtout, la chose la plus intéressante, c'est qu'il y a un arc-en-ciel. Sur toutes les cartes, il y a un arc-en-ciel. Et les couleurs de cet arc-en-ciel, c'est ça qui va nous intéresser, vont être un petit peu bizarres. C'est-à-dire qu'en fait, on a une carte qui va proposer de jouer en version duo ou 0. Si on joue en version duo, il faut retrouver sur l'arc-en-ciel la couleur qui est en double. Par exemple, sur celle-ci, je ne sais pas si la caméra la voit, sur celle-ci, on voit qu'il y a toujours les 7 couleurs, mais qu'il y a 2 fois la couleur jaune. Et si on joue du côté 0, il faut retrouver la couleur qui n'existe pas. Donc j'ai mis toutes les couleurs ici sur la table. Et là, ça serait par exemple la couleur verte qui n'est pas présente. Ça, c'est pour le niveau 1. C'est pour ça qu'on peut y jouer avec les enfants. C'est de la rapidité visuelle toute simple qui permet déjà de bien rigoler. Mais après, on peut en donner un petit peu plus parce que on pourrait dire, on rajoute un niveau en fait. Et là, si l'arc-en-ciel est complet, on peut dire pas mal. Et puis si par contre il y a du marron, une couleur qui n'existe pas dans l'arc-en-ciel, on fait pagaille. Donc ça rajoute un petit plus. Au niveau 3, c'est la même chose, mais là, ça va jouer sur toute la carte. Je vous l'ai dit, il y a Sam, ce fameux renard qui peut être d'une certaine couleur. Il a un seau de peinture à ses pieds. Et puis, il y a toujours une petite tache sur la carte. Et donc là, le marron pourrait être présent partout sur la carte, pas forcément dans l'arc-en-ciel. Et donc, au niveau 3, on dirait pagaille, parce qu'il y a du marron n'importe où. Et ensuite, pour ceux qui ont passé tous ces niveaux avec brio et qui veulent pimenter encore le jeu, eh bien... On voit que par exemple, là, on a des cartes couleurs. C'est la couleur orange. Tout le monde la reconnaît ici, si vous connaissez vos couleurs. Et on peut jouer avec le niveau 4 où on retourne la carte. Et là, on voit que par exemple, la carte orange, c'est écrit orange en bleu sur un fond jaune. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut retrouver. Et forcément, là, on s'embrouille un petit peu. Est-ce que du bleu et du orange, ça fait du bleu et du jaune, ça fait du orange? Non, je crois pas. Non. Tu vas galérer au niveau couleur. Mais donc voilà, ça permet avec ce petit jeu tout simple en fait d'avoir différents niveaux de lecture et de pouvoir partir d'un jeu simple avec les enfants, l'adapter en jeu beaucoup plus ardu, on va dire, pour les plus grands. Alors moi je sais que vous n'êtes pas super fort. Pour les plus grands, ouais, mais je pense que les enfants très vite ils arrivent au niveau 3 pendant que nous on est toujours au niveau 1. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Vous je sais que vous n'êtes pas super fort. Nous on va se limiter au niveau 1 qui est juste... Voilà. Alors normalement il faut taper sur la couleur quand on l'indique. Nous, pour des soucis radiophoniques et pour éviter tout ce bruit, on va pas se taper dessus ni sur les cartes, on va juste donner la couleur. Et donc pareil avec les enfants, une fois qu'on a formé un cercle avec toutes les couleurs, on peut, quand on a tapé sur le rouge, on peut changer le rouge de place, ce qui crée encore une petite confusion. Exactement. Et donc à chaque fois, voilà, là on a choisi de jouer avec le côté duo. Mais cette carte duo solo, elle se retourne quand on l'a trouvée. Exactement. À chaque fois, une fois qu'on a fini la première carte qui sera en duo, donc la couleur en double, on la retourne et on passe en couleur 0. Et après, re-duo, re-0. Donc, pour encore un peu plus embrouiller vos esprits. C'est ça. C'est exactement ça. Donc voilà, c'est très très fun. En rapidité visuelle, c'est très frais. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. Ouais. Alors attention, on est en duo. Duo, c'est donc une couleur qui est en double sur l'arc-en-ciel. On la retourne et là, c'est parti. Il n'y en a pas. Pagaille. C'est le marron. Pagaille. Ah ouais, pagaille. Ouais. Là, il n'y en a pas. C'est la mienne. La seule couleur qu'on verrait en double, c'est le vert qui est sur la queue du renard est là, mais effectivement. Non, le rouge aussi, regarde. On a du rouge en bas. Non, t'as raison. Mais là, non, on peut dire pagaille parce qu'il y a du marron. Et ouais. Bon, Damien, je te laisse la carte. Merci. Tu marques un point. On part en 0. Direct. Et du coup, je retourne une. Bah oui. Alors là, la couleur qui n'est pas présente, c'est le bleu indigo. Bravo Alexis. Hop, on repart en duo. Vous êtes prêts? Ouais. Tac. Bleu indigo. Ouais, c'est vrai. Je te confirme, je te donne. Je suis pas du tout rapide visuellement, moi. Non, tes yeux marchent bien? Ouais. Tu vois la carte?
Est-ce que pour les daltoniens, ça peut poser un problème, ce type de jeu? Il y a de grandes chances. Ouais, Il y a de grandes chances. d'accord. Bah, tous les jeux avec couleur, oui. Hein. Mm. Pour les daltoniens, pour les aveugles aussi. Ah ouais, mais tiens, mais je Non, vais mais faire ça. on moi, a je vais parlé dire, le gris. On a parlé d'Access 6 jeux par exemple, Oui. qui adaptent des jeux. Et celui-ci risque d'être compliqué. Après, Ouais. si, avec Mm. un système. Bah là, ça mais repose ouais, sur les ouais, couleurs. ouais. Donc, Mais oui. voilà, là, c'est un jeu qui repose sur les couleurs, effectivement. Déjà pour les daltoniens, en théorie, on rajoute des formes Oui. associées aux couleurs, mais là, ça me semble compliqué déjà. Là, oui. Allez, continuons. Donc là, on part sur 0. 0, donc la couleur qui n'existe pas dans l'arc-en-ciel. Bleu foncé. Bleu, oui, c'est ça. Ah, C'est T'avais ça. dit bleu nuit, toi? Ouais, J'ai tu dit le gris, moi j'ai fait le daltonien. et j'ai dit Le gris. j'ai dit gris à chaque fois. Le Ah, gris, c'est le bleu, là, Ah c'est oui, celui-là. le il gris, c'est le n'existe bleu pas, indigo, bien en joué, fait. ouais. qui n'existe pas. 2 points pour Damien, 1 point pour moi, 1 point pour Yann et 0 Allez, point le double, pour orange. Tano, le double orange. C'est ça. Il profite que je parle dans le micro pour gagner des points. C'est Ouais, fourbe. discrètement, là, t'as vu, il a retourné la carte Ouais, et ouais, puis l'air hop de là. 0. Celle-là, attention, la couleur qui n'existe pas. Le violet. Orange, violet. Violet, c'est pour Yann. Tout à ouais. fait. Ah. Tout à fait. T'as tout essayé, J'ai- Alex. ouais, ouais, j'en ai vu plusieurs. Je me suis dit, c'est pas le bleu. elle est Allez, en duo. Mais j'ai duo, voulu il dire m'en faut, il le m'en bleu faut quand un. même. Il t'en faut un duo, Duo t'es est prêt? vachement moins dur. Attention, vous êtes tous Pour prêts? moi. Oui. Hop, alors attention. Duo. C'est bon, tu peux. C'est Jaune. bon, je la pose. Ah, jaune. Ah. Comment il a Là, été rapide. là, il a été beaucoup plus rapide que nous. Mais il a son point. Alors 0, celle qui n'existe pas. Paf. Oh là, plein de couleurs et celle Non, elles y sont toutes. pas mal. Elles y sont toutes. Elles y sont Ils y sont toutes, donc toutes. c'est Pas mal. pas mal. Ouais. Pas mal. Pas mal. Là, tout y est. Bravo. Ouais, pas Bah, mal. pourquoi c'est pas moi qui Pas mal. gagne? Ouais, t'as dit elles y sont toutes, mais il Ah faut ouais. dire pas mal. Ah, pas mal. Pas mal, sinon c'est pagaille. Ah, d'accord. C'est ça. J'avais pas retenu non Ah, plus je hein, croyais que le quand pas tu mal. disais pas mal, c'était un compliment que tu me faisais. Pour toi, pour Et, t'as ah, bien pas vu. mal, t'as Ah trouvé ouais. vite. cette Non, mais je fois-ci. prends le point quand même. Ah, prends le Duo, point, prends le en double. Tac. point. Violet. Violet. Ah, alors, je demande d'avoir le ralenti. Là. Ouais, c'était limite, c'était limite. Ouais. Et donc, Donc, Donc- là maintenant, hop, on 0. passe en On 0. passe en 0. Et c'est parti. Et c'est Pas mal. Le violet. Ah non. Violet. Ah non. Ah oui, il y a deux bleus. Il y a Non. deux fois le bleu. Ah, bravo. L'autre il dit Bon, pas mal. bravo, Damien. Et on va enlever des cartes. Si on dit n'importe quoi, on va perdre des points. Sinon, c'est pas juste. Duo. Duo, cette fois-ci, tac. Y a Et pas. c'est pas mal. Pas mal. C'est pour toi, Et Alex. c'est pas mal. Ouais, c'est pour toi, Alex. Sans problème. Donc voilà. Sam la pagaille, effectivement un petit jeu donc de rapidité visuelle hein, avec, comme on l'a dit, plusieurs niveaux de lecture, plusieurs niveaux de difficulté. On peut l'adapter au fur et à mesure du jeu, on peut s'en servir qu'en version basique avec des plus jeunes ou qu'en version Ouais, je le trouve hardcore. sympa vraiment pour les plus jeunes, moi, pour jouer avec des plus jeunes. Ouais, Déjà au oui. niveau graphisme et tout, il est super mignon, il est C'est ça. craquant. Le petit renard, il a vraiment du charme. Et puis l'apprentissage des couleurs, tout ça, vraiment, on est dedans là. C'est Ah mais là c'est vraiment parfait pour ça. Alors Sam la pagaille en Égypte, on retrouve le même principe de jeu, mais cette fois-ci le petit renard en fait est devant des pyramides et il y a des hiéroglyphes de dessiner. Donc c'est des symboles assez simples aussi hein, pour retenir. Et ça va être le même principe, des symboles qui ne sont plus présents ou qui sont présents en double ou si tous les symboles sont là. Donc voilà, c'est vrai que ça permet, ça permet de changer un petit peu sur ce qu'on connaît déjà en rapidité visuelle. Tu disais 6 ans, mais moi je pense que 4 ans c'est accessible. Hein. Si on ne met vraiment La règle que de la base, règle ouais. de base, Ouais. en faisant en plus, on enlève les cartes qui Moi, je font pense que pas 4-5 mal. ans, ou- c'est- Ouais. Quand tu sais nommer les couleurs, déjà, voilà. En plus, t'as pas d'association, c'est vraiment que visuel, purement, Mm. c'est pas une association de couleurs, donc C'est vrai. ça peut être accessible très jeune. Ouais. Et alors moi j'ai dit 6 ans parce que c'était marqué comme ça. Ah oui, bien sûr. sur Mais la comme boîte, tu hein. dis souvent aussi, c'est parce qu'il y a des petits trucs qu'on pourrait mettre dans la Alors bouche. ça des c'est choses, souvent très, quand on voit 14 ans, on sait que ouais, c'est pour c'est les contenus. un public contenu. américain parce que les Américains ils mangent Ils tout. mangent. Je sais pas pourquoi. jusqu'à Ils mettent tout à la bouche. les Ouais. pièces des jeux. Mais ici, c'est vrai que ça a pu être testé ou non, mais après, ça dépend aussi des enfants. Mais effectivement, voilà. Sur la boîte, c'est marqué 6 ans, mais pourquoi pas plus jeune. Je pense aussi que ça peut marcher à partir de 4 ans. Dès qu'on connaît les couleurs et qu'on n'est pas trop vache, quoique, comme tu disais, Yann, ils peuvent vite prendre l'ascendant sur nous en rapidité. oui, Ah oui, bah oui. oui. En général, sur les mémories, les enfants sont bien meilleurs que les adultes. Oui. Ah ouais, non, ça c'est clair. Donc voilà, Sam la pagaille de chez Elements Édition.
Avec tout ça, c'est déjà le moment de la première pause musicale de l'émission. Et ben on va se faire plaisir parce que on va écouter le groupe Rainbow, comme de par hasard, qui vont nous chanter Since You've Been Gone. Salut, c'est la voix off de Deludes. Si vous m'entendez, c'est que vous êtes en train de suivre le live Facebook de l'enregistrement de cette nouvelle émission de Deludes et des plumes. Mais si vous m'entendez, c'est surtout parce que je sers de cache-écran. Alors un cache-écran, Kezako, eh bien en radio, c'est un élément sonore qui vient littéralement masquer un autre élément sonore. Un exemple, vous écoutez votre station préférée et d'un coup vous entendez une pub pour le commerce juste en bas de chez vous. Alors peut-être que vous, ça vous intéresse, mais pas forcément l'auditeur d'une autre ville, d'un autre département ou d'une autre région. Eux, à la place, ils entendront une chanson. C'est ce qu'on fait ce soir, mais dans l'autre sens. Quand vous écouterez l'émission à la radio, à la place de ma voix, vous aurez une chanson. Mais ce soir, pour des raisons de droit d'auteur et pour ne pas que Facebook nous coupe la vidéo en direct, eh bien, il y a ce cache-écran qui sert quand même à vous fournir quelques informations. Par exemple, là, je peux vous dire que dans quelques secondes, l'émission va reprendre avec l'interview de notre invité. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en direct sur le live Facebook et nous, on se fera un plaisir de les transmettre à notre invité et de les lire à l'antenne. Allez, ça repart dans 3, 2, 1. Et on vient d'écouter Since You've Been Gone par le groupe Rainbow. Des luttes et des plumes, chaque 2e et 4e lundi du mois, 20h, 22h, c'est 2 émissions pour le prix d'une. Une première émission inédite à la radio sur Plume FM 102.1 et www.plumefm.net. Une 2e émission enregistrée en direct à retrouver en live sur Facebook. Toujours dans des luttes et des plumes, on vient de finir la première pause musicale et donc il est temps de nous tourner vers notre invité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit Damien Tipim ou Damien Marquis. Ne soyez pas étonnés si on dit les deux noms parce que effectivement notre invité a un double patronyme. Double personnalité. C'est ça, double personnalité. On avait le choix entre toi ou Dr Jekyll et Mr Hyde et quand même ta compagnie est beaucoup plus agréable. Mais on va commencer directement pour expliquer aux gens double personnalité, double patronyme. Pourquoi ? Alors en fait, j'ai un nom pour l'illustration parce que je viens de l'illustration. J'ai commencé par faire de la bande dessinée dans une association qui s'appelle Chacal Prod. Et du coup, j'ai un surnom qui est Tipim, qui est mon surnom d'illustrateur en fait. Et je suis arrivé dans le monde du jeu, mais pour le monde du jeu, sur les boîtes, c'est bien plus pratique de mettre notre vrai nom. Donc oui. Damien Marquis pour les jeux. D'accord. Voilà. Pourquoi ? Et dans la vie, donc, tu utilises dans la vie, j'utilise Tipim, ouais, forcément. Ouais, tout le temps. Non, mes potes m'appellent Tipim. Il y en a beaucoup de mes potes qui m'appellent Tipim. Oui, c'est un surnom finalement. Ouais, aussi. C'est un surnom. C'est devenu un surnom. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que j'ai fait un festival il y a pas si longtemps. Il y a eu un petit jeu sur ce surnom en fait. Ah oui, j'ai vu. Ouais, il y avait une question qui demandait d'où venait ce surnom. Donc les gens venaient me voir et me demandaient mais il vient d'où votre surnom ? Et alors il vient d'où ce surnom ? Il vient d'où ? Petit bonbon. Vous voulez l'histoire ? Bah oui, on veut l'histoire, oui. bien sûr. Raison, Maintenant que tu nous as mis l'eau à la bouche. Oui, t'as le mot à trouver, ça vient des bonbons de la petits Pie qui pimous. chante. Voilà, le petit pimousse de la Pie qui chante. Ah oui. Et oui, parce que je faisais du badminton, j'étais petit, mais costaud parce que je battais tout le monde. Ah, yes. Donc Tipim, ouais, pour petit Pimousse. Voilà. Petit Mais costaud. petit pimousse, c'était trop long à écrire. Ouais, bah. Donc c'est transformé en Tipim. J'imagine, ouais. Pour Illustré les- par Petit Pimousse. Voilà, pour les dédicaces, c'était plus simple. Et donc, tu le disais, tu viens à la base de l'illustration Ouais, alors en amateur. en amateur. Ah, t'as illustré ton premier jeu. Oui, j'ai illustré mon premier jeu. Oui, c'est vrai. Et en amateur, comment on peut se dire je suis illustrateur amateur en fait ? Parce que quand on Parce dessine, qu'on gagne pas dessine. d'argent. Ah oui, Ah oui. mais tu tiens un blog, tu. Ouais, tu- ouais. je veux J'ai dire, tenu un tu blog produis. pendant longtemps, effectivement. J'ai eu pas mal de productions, parce qu'avec Chacal Prod, on avait la chance de pouvoir créer des albums. Donc, soit des collectifs, soit des albums personnels. Et l'association, tout l'argent qui était réinvesti dans l'association, enfin, les bénéfices que faisait l'association étaient réinvestis dans l'asso pour faire de nouveaux albums. Et le but de Chacal Prod, c'est de promouvoir la BD amateur, donc de permettre à des auteurs de pouvoir avoir des albums sans passer par le chemin normal de l'édition. C'est toujours une association qui existe. Ouais, ça existe toujours. Peut-être moins Moins productive. productive, ouais. Mais ça existe toujours, ouais, tout à fait. Moi, j'ai pris un peu mes distances parce qu'avec le jeu, j'ai plus beaucoup de temps, donc je dessine moins, D'accord. forcément. Vous étiez combien justement à l'époque dans ce collectif ? Alors, chez Calprod, ça a tourné entre toujours autour d'une douzaine d'auteurs. Il y avait un petit groupe de 5-6 auteurs, et bon, là, ça s'est pas mal renouvelé. Ils existent toujours. On a fait des festivals il n'y a pas si longtemps ensemble.
Et c'est surtout une très très bonne ambiance à Chacal Prod et puis des gens de talent. Et c'était ouvert à tout le monde. Ouais, c'est ouais, encore bien peut-être sûr, même c'est encore ouvert à tout le monde. ouvert ouais, à tout tout à le fait. monde. Ouais, On peut faire partie du collectif. Exactement, tout à fait. Ouais. Et donc l'idée, c'était comme tu le disais, de pouvoir avoir un album ou éditer, enfin d'être Ouais. présent dans un album. Ouais, tout à fait. Et alors la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de distribution. Puisque c'est une association, la distribution, c'est comme dans le monde du jeu, c'est quelque chose d'important mais qui Ouais. coûte cher. Et on n'avait pas de distributeur, donc le seul moyen, c'était de faire des festivals, beaucoup de festivals et boutiques internet. Du coup, on a beaucoup traîné les festivals de bande dessinée Mhm. avec l'association pour rencontrer le public et proposer nos ouvrages au public. Et quand on est donc là-dedans, quand on est illustrateur, amateur ou non, mais qu'on dessine, à quel moment est-ce que tu passes la barrière de te dire finalement j'ai envie d'arrêter le dessin, pas forcément d'arrêter le Ouais. dessin, mais j'ai envie de faire des jeux. Ça s'est fait par hasard en fait, parce que justement via l'illustration, c'est Vincent de Malitrice Édition qui est venu me chercher pour illustrer un de ses jeux. D'accord. Du coup, il m'a proposé, on s'est rencontrés et je lui ai dit bah écoute, si tu veux, moi j'ai un jeu qui est prêt. Il s'appelle Garo Chacal. Il l'a vu, il a trouvé ça super, il a édité le jeu. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est venu que j'ai mis un pied dans le monde du jeu. Dans Par le monde hasard. du jeu. Mais donc avant même, parce que tu n'étais pas sûr que Garo Chacal allait se faire éditer ou de trouver quelqu'un qui... Non, ouais, j'avais fait le jeu pour m'amuser pour l'association, parce que voilà, Chacal Prod, l'association, le dessin, j'avais fait le jeu pour m'amuser moi. Et ça s'est fait par hasard comme ça avec Malitrice Édition, qui a été le premier à croire en un de mes jeux et à lancer. Mais t'avais envie de faire du jeu à ce moment-là quand même, c'était déjà dans tes tuyaux, c'était Bah, pas genre- un hasard de circonstances. Si, je pense, parce que j'en avais pas la... C'est pas l'envie, mais le... Comment on dit Si, l'envie, le besoin. ouais, pas le besoin en tout cas, non. Envie pour moi, Ouais. mais je cherchais pas à tout prix à vouloir me faire éditer. Et aujourd'hui, ça s'est transformé vers plus un besoin d'ailleurs Non, le non. côté création. Alors de il y a jeu eu une période, ouais, mais plus maintenant. Hmm. Là, je suis revenu à un côté, je m'amuse à créer. Hmm. Et, Ouais, par et contre- puis si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, tant pis. Pourquoi? Parce qu'il y a des Ça se sent, d'ailleurs. moments où c'est dur aussi de peut-être avoir des ambitions dans ce milieu-là. Ouais, ouais. Moi, je le trouve comme ça que c'est assez compliqué. Mais il y a des gens qui y arrivent tout le temps. On peut toujours y arriver. Ça se fait beaucoup à la rencontre. Hmm. Je trouve dans le milieu du jeu, c'est comme dans beaucoup de domaines artistiques, hein, de toute façon. Ça dépend du moment où tu arrives, de ce que tu proposes à ce moment-là, des rencontres que tu fais. Et voilà, je pense qu'avant tout, il faut s'amuser, prendre du plaisir. Voilà. On peut en faire son travail, certainement, mais quand on s'amuse, c'est encore mieux, je pense. Il faut vraiment garder ça, la notion plaisir, Bah, pour moi, en tout cas, ouais. principalement. Et tu penses que ceux qui en font leur travail, parce que c'est pour que finalement on puisse en vivre, il faut qu'il y ait une certaine productivité, Ouais, rentabilité. Une grosse... Et est-ce que tu penses que ces gens-là ont encore le côté justement amusement ou... Mais je pense que ça dépend des gens. Ouais. Ouais. Ouais, dans le monde du jeu, c'est peut-être plus facile de garder ce côté amusement que dans la bande dessinée, par exemple. Ouais. Je sais que dans la bande dessinée, quand tu veux en vivre, Il y a une bah, rentabilité. au bout d'un moment, tu t'amuses plus, peut-être, ouais. Pour Ouais. certains, ouais. Il paraît que les conditions dans dans l'illustration sont vraiment dramatiques. De toute façon, hein, on demande en termes de quantité de travail, c'est monumental pour être payé des cacahuètes. Mm. On demande de produire genre 150 pages en 2 mois ou en 6 mois à un auteur. Et derrière, la rémunération, elle ne suit pas forcément pour 6 mois ou 1 an de travail, finalement. Ouais, tout Et à un fait. parallèle qu'on peut faire avec le monde du jeu, c'est que la production s'accroît inexorablement. C'est Ouais. incroyable. Si vous voulez suivre une série comme Donjon, Lewis Trondheim ou Walking Dead, c'est une rente, quoi. Ils sont à 25, 30 albums. Ouais, et ça, c'est encore des séries qui sont bien installées. Tu comptes pas toutes les nouveautés qui arrivent encore, en plus. Ça, c'est comme Ouais, le monde du jeu. oui. Moi, je trouve que le monde du jeu suit vraiment un parallèle par rapport à la bande dessinée. Et surtout sur les quantités, quand on voit les rachats d'éditeurs. Ça s'est passé dans le monde de la bande dessinée, ça se passe dans le monde du jeu en ce moment. Tout le monde se rachète, ça devient une grosse boîte. Les petits qui se lancent. Ouais. Surtout, on voit les nouvelles maisons d'édition qui arrivent sur le marché en édition de jeux. C'est souvent des auteurs qui veulent sortir leur jeu, qui n'arrivent pas à être édités, qui montent leur propre maison d'édition pour sortir un jeu. Oui, Ouais. bien entendu, On oui. a vu Il y ça a- dans la bande Il dessinée y en a aussi, quoi. qui privilégient la qualité des produits inhabituels, on va dire aussi, dans les deux cas. Oui. En- Et puis surtout, je trouve que c'est Certainement. l'explosion du marché a fait qu'il y a de plus en plus de jeux sur le marché, d'auteurs aussi.
Et ça fait un peu un effet entonnoir. Ah, c'est ça, c'est qu'après, pour réussir à trouver sa place là-dedans ou à réussir à. Ouais, moi je à pense qu'il y a un pousser, parallèle entre ce qui se passe dans la bande dessinée et ce qui se passe dans le jeu actuellement. Parce que dans la bande dessinée, puisque toi tu arrives donc du milieu de l'illustration et que tu as fait un petit peu d'illustration, Ouais. que ça soit dans la BD ou dans même des romans ou livres jeunesse, Ouais, si je j'ai ne fait me un peu trompe pas. aussi. Ouais. Ça se passe comment en fait? Vous êtes payé justement, comme disait Yann, est-ce que vous êtes payé à la planche? Est-ce que vous êtes payé à l'album? Est-ce que vous êtes payé Mais alors, moi, j'ai pas une grande expérience là-dessus parce que je l'ai fait en tant qu'amateur, je l'ai pas fait en tant que professionnel. J'ai eu, c'est des contrats d'édition en fait. Alors moi, j'en ai fait pour le livre jeunesse. C'est comme dans le jeu, c'est un contrat d'édition. Tu touches une avance et après tu dois- rembourses ton avance sur droit avec les ventes. D'accord. Et tu disais. Alors que enfin, l'illustrateur dans le jeu, je suis désolé de Non, couper, vas-y. mais l'illustrateur dans le jeu, il y a deux façons de procéder. C'est soit c'est payé à l'illustration. Du coup, tout est payé d'un seul coup au début, ou c'est payé au pourcentage sur les ventes, mais ça, c'est extrêmement rare. Moi, c'est mon cas sur Garo Chacal, puisque je suis l'auteur et l'illustrateur, donc là, je touche un pourcentage pour les illustrations. Mais en général, dans le monde du jeu, les illustrations sont payées à l'illustration. Ouais. sont payés à l'avance. Ouais. Et c'est pas donné. Bah non, puis Ouais, non. après ça dépend enfin encore du format parce qu'on a eu à discuter avec des illustrateurs qui nous expliquaient que pour des financements participatifs, c'était encore autrement parce qu'on partait d'une petite base et puis suivant la finalité du projet, quand on a atteigné des sommes extraordinaires, des fois on pouvait revoir à la hausse. Ça dépend des contrats. Ouais, mais c'est ça dépend des contrats. Et ça, il y a quand, à force d'en faire qu'on peut après négocier son contrat. Oui, Quoi. tout à Quand on arrive en tant que premier illustrateur, on a du mal à se faire entendre, à dire je veux des conditions comme ceci. Mais tu faisais un parallèle tout à l'heure en disant que le monde de la BD et le monde du jeu avaient un peu le même cheminement. Mais en même temps, toi aussi, tu as eu un peu le même cheminement. Parce que tu es passé d'une association de création d'illustration à une association de création de jeux Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, qui s'appelle le Cajo. Oui. Et donc, Exactement. comment ça s'est fait cette arrivée dans le Cajo et qu'est-ce que ça apporte? Le cajou, alors pour moi, le cajou, ça apporte beaucoup. C'est quelque chose d'essentiel, en tout cas pour moi et pour les membres du cajou, je pense. Moi, j'y suis arrivé aussi par hasard. En fait, c'était une rencontre au festival de Saint-Brévin. D'accord. Le premier festival que je faisais avec Garo Chacal, et il y avait les membres du Cajot qui étaient là, dont les membres éminents Wilfried, Marie, Rémi, et Nathalie et Antoine, et Thomas qui était là au début aussi. Thomas qui est le patron de la boutique à Sainte-Pazanne sur la route du jeu. Ah oui, bah oui. Ouais. Un de nos partenaires Qui historiques. était notre premier partenaire. Ouais. Qui est aussi membre du Cajot. Donc maintenant le Cajot ça a beaucoup grandi. Hein. Ah, parce que C'est maintenant, il y a combien d'adhérents par exemple? Alors en fait c'est pas une association, le Cajot c'est un Ah. groupement, donc on peut pas comptabiliser en nombre d'adhérents. Ouais, c'est un truc underground un peu. Bah en fait ouais c'est on s'est posé la question à un moment donné de monter une association réelle et puis finalement on a décidé de laisser ce côté groupement plutôt des gens qui se connaissent, qui se réunissent et il y a toujours les membres historiques du Cajot qui sont toujours là et maintenant il y a je sais pas on doit être 20, 30 Ouais, il y en a de il y a plus en plus. beaucoup de gens, on se retrouve de plus en plus, il y a plein de monde, c'est super, ça rend très bien. Bah, c'est ça en fait, c'est le cercle des auteurs de jeux à l'Ouest Oui c'est ça. qui permet à tous les auteurs en devenir ou tous ceux qui ont un potentiel de jeu de pouvoir venir, d'adhérer au groupement simplement de par les idées, puisque tu disais que c'est pas une asso, et après de pouvoir proposer son jeu, son prototype ou son idée et de l'avoir décortiqué par des gens plus ou moins établis, parce que c'est comme c'est ouvert à tout le monde, c'est des gens déjà édités ou non, Il y a, mais bah au oui, moins bien sûr. tout le monde a son idée et ça permet d'avoir 30 cerveaux qui peuvent réfléchir Ouais. sur un jeu et ça, débugger. ça apporte plusieurs avantages, je trouve, le Cajot, ce groupement d'auteurs, c'est premièrement d'avoir un lieu pour se réunir grâce aux Zinc de Trèfle, parce qu'on se rencontre tous les troisièmes vendredis du mois aux Zinc du Trèfle. Alors c'est libre, hein, ceux qui ont envie viennent, de présenter les prototypes et d'avoir un regard professionnel sur le jeu, puisque effectivement beaucoup de membres du Cajot maintenant sont édités, donc on peut les considérer comme un regard professionnel de ces gens-là, et ça c'est important en fait d'avoir ce regard-là aussi. Ça permet aussi via la page Facebook du Cajot d'être au courant de tous les événements qui vont se dérouler, savoir sur quel salon on peut aller, quels sont les concours, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ça c'est bien, c'est très important je trouve quand on débute dans le monde du jeu. Les autres avantages sont aussi certainement la participation à organiser des événements. Par exemple, la protozone de Saint-Herblain, c'est les membres du Cajot qui s'en occupent. D'accord.
ou ça facilite aussi les voyages pour aller à Cannes, voilà, ce genre de choses. Vous accueillez facilement des nouveaux arrivants? Bah ouais, c'est libre. C'est complètement libre. Bah ouais, tout à fait. Du coup, oui, celui qui connaît pas le monde du jeu, ça peut être une super porte d'entrée pour commencer à découvrir cet univers Ouais. si ça l'intéresse et qu'il a envie Bah d'évoluer oui, dedans. bien sûr. Nous, on est toujours là pour voir des nouveautés, des nouveaux protos. Au contraire, c'est un plaisir. Moi, j'adore faire ça, en fait, hein. Avoir quelqu'un qui vient avec un prototype et puis on joue, on décortique. Moi, je trouve ça super intéressant. Et au-delà du fait qu'on joue, on décortique et tout ça, est-ce que le fait d'être membre du Cajo maintenant, enfin, ou de n'importe quel groupement, on va dire, d'auteurs, le fait qu'il y ait des gens, comme tu l'as dit, qui soient édités et qui aient une petite renommée, est-ce que c'est plus facile d'accéder à des... Est-ce que ça donne une petite notoriété, par exemple, dire Alors, attendez, je dirais nous, on pas fait une partie du notoriété, Cajo, non, je pense pas. Par contre, là où ça aide, c'est le partage du carnet d'adresses. Quand on arrive, on connaît personne. Moi encore, maintenant, je connais pas grand monde, hein, c'est compliqué. Et d'avoir des gens qui commencent à être très connus, il faut le dire, oui, au niveau du carnet d'adresses, ça aide. Ouais, parce que vous avez la chance en plus, effectivement, dans le Cajo, tu parlais des fondateurs, c'est eux qui sont les plus connus et effectivement, c'est pas des petits noms. Non, c'est quoi. pas des petits. Ouais. Ça commence à devenir Bah oui, des pointures. bah oui. Ouais, c'est des gens qui ont vite explosé, hein, ceci dit, hein, parce que ça fait quelques années seulement qu'ils sont sur le circuit, hein, ceci dit. Et un As d'or à Cannes cette année quand même pour le Cajo. C'est joli, Ouais. c'est beau. Bref, c'était pour Mr. Wolf, hein, de Wilfried et Marie. Hein. Ouais, c'est ça. Mm. Quand on fait partie du Cajo, on arrive avec ses propres jeux. On rencontre du monde, forcément. Ouais. Et est-ce que il y a des liens qui se créent? Donc on peut Ouais, pas. Alors, évidemment. on partage pour les jeux avec tout le monde, mais on ne peut pas forcément s'entendre avec tout le monde. Mais est-ce que ça donne envie de créer en commun? Est-ce que ça crée l'opportunité? Ouais. Il y a des opportunités forcément tout le temps. Moi, sans forcément que ça aboutisse, j'ai fait des essais avec plusieurs membres du Cajo. C'est toujours très très intéressant et très enrichissant. On a en ce moment un gros jeu avec Rémi et Nathalie où on travaille ensemble sur un gros jeu. Donc là, on se voit régulièrement pour travailler sur le projet. Ouais. Je crois qu'on l'a vu, ce gros jeu. C'est possible. Ouais. C'est possible. On en a vu plusieurs. Hein, donc, Un gros jeu qui parle de bande dessinée. ouais, c'est ça. Ah oui, Ça. d'accord. Je crois qu'on en sait plein de ça, on choses, l'a mais vu on n'en aussi. dira rien. Ouais, c'est ça. Mais je crois qu'on a le droit de rien dire, hein, non? Sinon, on on se a fait le droit de rien tout. Mais on arrive à nouveau, tu sais, au serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, tu arrives de l'illustration, de la Ouais. BD, qui t'amène vers le jeu, et le jeu te ramène vers la BD. Ouais. Mais en fait, c'est grâce à la bande dessinée, parce que Rémi m'a proposé de participer à ce projet-là parce que j'avais fait de la bande dessinée et que c'était un projet qui parlait de bande dessinée. Donc c'est pour ça. Et quand on est donc illustrateur, auteur de jeux ou joueur, est-ce que à la base, c'est parce qu'on est passionné par ces choses-là? C'est-à-dire, toi qui es illustrateur, est-ce que tu es passionné de BD, par exemple? Oui, je suis un grand passionné de BD. Ouais. Est-ce Ouais, que si vous voyez mon salon, Ouais, c'est un mur de bande dessinée. T'as des prédilections un petit c'est ce peu? que j'allais dire. Ouais, si j'ai des séries Vas-y. préférées. Ouais. Alors moi, je suis On très veut savoir. éclectique, autant dans mes goûts en bande dessinée qu'en jeu. Je lis tout. Pour vous dire, c'est que chez moi, j'ai gardé mes premiers albums. Mon premier album de Tintin, je l'ai eu quand j'avais 4 ans. Je l'ai toujours. Donc j'ai toujours tout gardé. Effectivement, chez moi, ça va de Tintin à Spirou, la BD franco-belge, jusqu'au Doggy Bags, qui est de la BD trash Ouais, chez Ankama. c'est ça. Du comics. Alors du Tu comics, veux le moins. comics, Moi, c'est pas je ton suis monde beaucoup plus BD franco-belge, un peu de manga. Ouais, un peu de manga. Ouais. Ouais. Ah, moi, ça, c'est pareil. Le manga, faut les emprunter à la médiathèque. Quoi, Ouais. parce que... Mais moi, je reste très classique dans le manga aussi. Moi, j'ai adoré Nausicaa de la vallée du vent de Hayao Ouais, Miyazaki. bien. Du coup, la version album chez Glénat, Mm. qui est magnifique, qu'on trouve plus d'ailleurs. Et non, ça, c'est quelque chose que j'ai adoré. Akira. Et la BD, en fait, t'es attiré par quoi dans une BD? Est-ce que principalement t'es attiré d'abord par le côté graphique, Ouais, ou par par le le graphisme. Oui, oui. scénar, ou par... Non, moi, ouais. La première chose qui me saute à l'œil, c'est le graphisme. C'est le graphisme. Ouais. Et je peux très bien acheter de la BD enfant ou de la BD adulte au niveau du graphisme. Moi, comme j'ai un dessin qui est très proche du dessin enfant, effectivement, c'est ce qui m'attire avant tout. Donc des fois, j'achète des bandes dessinées, oui, que sur le graphisme. Ouais, Parce que je d'accord. trouve ça super. Parce que c'est là-dessus que j'allais rebondir, en fait, effectivement. C'est que quand on est illustrateur et qu'on a une patte graphique, est-ce qu'on est attiré par des Ouais. choses qui nous ressemblent, ou ressemblent, est-ce ouais. que... Bah, c'est plutôt, on fait des choses qui ressemblent à ce qu'on aime. Enfin, pour moi, c'est comme D'accord. ça. Moi, je pense que c'est plus ça. Ouais. Et pour dessiner, il y a beaucoup de gens qui disent, alors
il y a les deux écoles quand je demande. Moi qui n'ai aucun talent de dessin, il y a ceux qui me disent ah mais de toute façon c'est un don. Ouais. On est puis on sait dessiner. Et il y a ceux qui disent non c'est pas vrai, ça peut s'apprendre et c'est du travail, beaucoup de travail. Toi t'es plutôt quelle école? Alors, moi, je suis ni l'un ni l'autre. Il y a une troisième école, ouais, c'est ça. Non, en fait, la troisième voie. les deux écoles sont vraies. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un don, qui peuvent tout faire très facilement. Et il y a ceux qui travaillent beaucoup. Et moi, je dis je suis ni l'un ni l'autre parce que j'ai pas le don et je travaille pas. Ah, et à un moment donné, il faut quand même réussir à sortir le dessin. Ouais, mais c'est pour ça que je dessine plus. Non, ouais, C'est ça vrai, prend c'est- du temps, c'est beaucoup de temps. Moi, comme j'ai pas j'ai une patte, on va dire. Quand on reconnaît mon dessin, on sait ce que je fais. Quand les gens voient mes dessins, ils disent ah ça c'est du typing. Ils savent le reconnaître. C'est quelque chose, c'est une faculté que j'ai développée au fil des années à force de dessiner. J'ai une patte qui se reconnaît tout de suite parce que comme j'ai pas le don pour dessiner les choses, je me simplifie la tâche. Par exemple, sur les mains, j'ai une façon très particulière de dessiner les mains parce que je ne sais pas dessiner les mains et que les mains, c'est quelque chose de plus compliqué à dessiner en fait. Et voilà, dans mes dessins, on reconnaît tout de suite parce que c'est des mains n'importe quoi. Mais c'est le style typing. Voilà. Du coup, tu triches un peu. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, mais c'est plutôt une preuve d'intelligence. Ouais. C'est des astuces. pas C'est de des la triche. astuces, voilà. Mais tu parlais que dans le milieu du jeu, il y avait énormément de difficultés parce qu'il y avait beaucoup de monde qui arrivait, beaucoup de jeux qui sortaient tous les ans, beaucoup d'auteurs, qu'on voit nous en termes de prototypes ou en termes de, Ouais, je pense que vous voyez de jeux beaucoup, édités. ouais. Et pour faire le parallèle avec la BD, c'est vrai que la BD a aussi beaucoup de sorties parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y essayent. Il y a beaucoup de tomes 1, hein, malheureusement, des fois qui ne Malheureusement, voient ils pas continuent pas. Ouais. la suite. Et tu le disais toi aussi, Talmo, beaucoup de séries à rallonge. Alors, des fois plus ou moins à bon escient. Hein, c'est un peu comme les séries télé dont on va parler un petit peu tout à l'heure. Avec plus on rajoute des saisons et plus on se dit ça Il y en s'essouffle a- un peu. Oui, on voit bien qu'elles continuent parce qu'elles se vendent, quoi. C'est ça, Tu vois, mais en fait, elles se Lost, vendent pas forcément. Enfin, pour les BD, elles se vendent pas forcément pour la qualité. Enfin, je prends des séries que moi j'adore comme Torgal. Ouais. Oui. Non, mais Torgal, Et on je arrive le au lis dans numéro- ta tête, On est Alex. arrivé au numéro 20, 30 et on est quelques. déjà. Et en fait, il y a souvent des moments où ça baisse un peu. Mais, Mais oui, mais vrai. ça, tu peux pas te permettre de ne pas l'acheter puisque Ouais. tu peux pas avoir une collection Mais où il te manque le numéro Torgal 17 encore, parce qu'il est nul. Encore, Ça ça date va, des années ouais. 80, du début Non, mais, des années c'est ça. Fin 70, début des années 80. Donc là, on s'étale sur. Ah bah, il y a nous 30, qui 40 l'avons ans. acheté depuis les années Oui. 80. Mais celui qui arrive maintenant et qui se dit Oui. j'ai envie de me faire la série Torgal. Après, Et il se dit j'en ai quand même 35 à acheter maintenant. En Quoi. fait, en vrai, Hmm. c'est un vrai bon exemple parce que le scénariste Van Hamme, il a fait Torgal, mais il a fait 13. Ouais, il a fait 13. 13, alors, à mon avis personnel, monsieur Van Hamme m'en voudra pas, mais les 4 premiers sont extraordinaires d'anthologie et après, il retrouve pas son second souffle. Il a fait Largo Winch, enfin lui, il sort 3, 4, 5 séries par an, quoi. Donc c'est énorme, considérable. Et pour rebondir sur la BD, moi je vais faire un petit distinguo avec le monde du jeu. Parce que le monde du jeu, c'est très très bien adapté à la dématérialisation et au format vidéo. Et la BD peine énormément. On est toujours attaché à l'objet. Oui. Moi le premier, Mais j'ai besoin Moi du aussi. papier. Et il y a quelques années, j'étais abonné à un magazine de BD que je recevais par mail. C'était Monsieur Cyclope, quelque chose comme ça. Ça te je dit connais quelque pas. chose? Non. Et alors, ils ont inventé des trucs super bien. C'est-à-dire que parfois, quand tu passais la souris sur ton illustration, l'illustration s'animait. Il y avait des trucs très très bien. Mais malgré tout, le format numérique ne prend pas. Et moi, c'est une question que je me pose régulièrement. Pourquoi? Alors, Comment? Peut-être sur des choses que tu connais déjà, pour rebondir. Alors je reviens sur Torgal, c'est pas le seul, mais je sais que c'est l'un des premiers à l'avoir fait. Ils avaient sorti ce qu'on appelle des BDVD. Et en fait, c'est ta BD et tu as aussi des DVD, notamment sur un cycle. Et quand tu lances le DVD, tu peux suivre ta BD donc, sur la télé. Alors, des gens qui ont fait les doublages pour les bulles, donc tu le revis un peu comme un épisode. Et tu peux te dire, tiens, j'ai envie de le voir que par les yeux de tel personnage. Donc au lieu de te refaire toute la série, tu te dis, mon personnage principal, lui, voilà tout ce qu'il a vu dans ce cycle-là. Puis sa femme ou son fils, voilà ce que lui va faire et ce que lui va voir. Donc, et là, ça peut redynamiser. Après, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la bande dessinée, on a besoin de se redynamiser? Bah non. Non. Donc je pense qu'ils cherchent pas à le faire parce qu'ils en Ouais. ont pas besoin. Tout à fait. Ça se vend toujours aussi bien, hein, donc ça se modernise, je dirais, dans la façon de dessiner.
dans le graphisme. On voit de plus en plus de choses numériques. Oui, dans la bande dessinée. d'ailleurs, je trouve que c'est beaucoup de dessins saturés, moi. C'est un petit peu comme la musique. On fait une musique hyper saturée, et aujourd'hui, on a des dessins hyper saturés, quoi, quelque part. Et moi, je trouve ça un peu lourd, un petit peu. Mais je pense que c'est aussi une nouvelle vision. C'est la bande dessinée évolue, les techniques évoluent. Comme et les nouveaux comics, par exemple, tu vois, ouais. tous les trucs de super-héros, etc. Je trouve que c'est très chargé, c'est très lourd, De quoi. toute façon, je suis prêt à parier, mais si on fait le tour de tous les dessinateurs de BD, il n'y en a plus beaucoup qui travaillent en couleur réelle. Il y en a énormément qui doivent travailler sur informatique maintenant. Et on fait de moins en moins la différence. On arrive à faire des super trucs avec l'informatique qui ressemble énormément à la couleur réelle. Alors quand tu dis saturé, tu parles qu'il y en a beaucoup dans l'image ou que c'est au niveau des couleurs Au niveau plutôt des couleurs, tu vois. Niveau des Parce que non, quand il y a plein de choses à... Il est moi, ça, daltonien, j'aime c'est bien. pour ça. Non, je parle de vraiment le côté très gris. flashy, très lisse de la couleur, Ouais, d'accord. presque métallique finalement. Et Parce que moi, ça me gêne un petit peu, quoi. Parce que le côté saturé à l'image peut aussi des fois gêner. Enfin, je prends quand Le Droit dessine dans les Chroniques de la Lune Noire, il y a certaines planches où effectivement tu en as partout. Tu sais pas dans quel sens la lire. Tu as un tableau devant les yeux, mais tu peux être un peu perdu à la lecture, quoi. Surtout si t'es pas initié, on va dire, ou si tu arrives là-dedans et que ça fait partie de tes premières BD. Mais comme dans le jeu, il y a des jeux qui sont hyper saturés aussi, en matériel, Ouais. en graphisme, on en trouve aussi. C'est vrai. Oui, et qu'on se dit, tiens, est-ce qu'il y a besoin de tout ça? Parce que finalement, il y a des jeux où on voit bien qu'il y a du matériel rajouté pour faire du volume et pour faire joli, et que en fait quand on le sort, enfin moi j'ai un jeu, quand je le sors, généralement j'enlève tout parce que le principe se fait avec des cartes et ça marche très bien avec simplement les cartes, quoi. On n'a pas besoin de tous les à côté. Toi, quand tu travailles au niveau de l'illustration, on parlait justement de tous ces dessinateurs qui travaillent maintenant de façon numérique, est-ce que tu es encore traditionnel ou est-ce que J'ai jamais été totalement traditionnel. Non, tu travailles comment? En fait, moi je dessine à la main. Maintenant, il y en a beaucoup qui dessinent directement à la tablette. Moi, je dessine à la main. J'encre, je scanne, et après, j'utilise l'informatique pour nettoyer et coloriser. D'accord. Voilà, et faire les effets. D'accord, mais tu commences toujours à part ton crayonné. Ah ouais. Ouais, je suis incapable de dessiner sur une tablette. Il me faut le grain, la matière. Puis comme je suis quelqu'un qui utilise très mal ses crayons, j'appuie énormément. Je défoncerai les tablettes en un rien de temps, quoi, donc, ça reviendrait cher. ça reviendrait cher. Je on est préfère payé pour la défoncer des planche, crayons ouais. et des papiers. Et en tant qu'illustrateur, donc tu as illustré, on l'a dit tout à l'heure, aussi des livres pour enfants, enfin jeunesse. Ouais. Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'au niveau du travail, on a la même chose qu'en BD? Parce qu'en BD, on a une histoire à rendre en plusieurs, on va dire en plusieurs images, mais pour situer une action, on va dire on a plusieurs planches, voilà, plusieurs cases pour faire une même action, et que là, on doit être directement dans ce que représente, enfin dans ce qu'on va lire. Bah, là, le travail il était particulier parce que je travaillais avec un écrivain qui me donnait ses petites nouvelles, en fait. Et je devais illustrer, faire réaliser une illustration par page sur la nouvelle, en fait. Mais D'accord. c'était comme c'est un copain, on faisait ça au feeling, quoi. Ça se passait bien. Ouais. Et est-ce que tu préfères, du coup, toi, si tu devais choisir ta façon de travailler, tu préfères travailler sur une histoire qu'on te donne, qu'on t'impose, ou travailler sur une histoire que tu développes toi-même? Ça dépend. Je pense que c'est vraiment au coup de cœur et à l'envie si quelqu'un me propose un truc intéressant. Alors après, moi, l'inconvénient que j'ai, c'est que je suis très très lent. Donc je peux dire oui à quelqu'un, je vais t'illustrer quelque chose et tout, et puis je prends du temps et ça passe. Alors moi, quand c'est mon projet à moi, il n'y a personne de déçu. Oui. Voilà. Si, toi, des fois, Si, moi. peut-être. Donc ouais, c'est plus facile de travailler sur ses propres projets parce que tu vas à ton rythme, et puis comme j'ai un rythme très lent, voilà. Mais travailler avec quelqu'un, c'est très intéressant parce que ça nous apporte autre chose, de nouvelles idées, de nouvelles visions, une Ça critique crée, aussi. ça crée un échange. ouais. Mais c'est ça qui est important, c'est l'échange. Stimulation, quoi, un petit peu. Hein, Ouais, ouais. aussi. On retrouve toujours ce côté échange. On en parlait Donc, dans le jeu avec le Cajo, où on a Ouais. besoin d'échanger sur son projet, son idée pour le faire évoluer. Et dans le dessin, c'est la même chose, parce que des fois, on pourrait peut-être s'enliser dans une habitude ou dans quelque Oui. chose. Oui, je pense qu'on a tendance à s'enliser. Oui, Ouais. On avait discuté justement
de cette manière de créer des jeux. Tu nous avais dit à Tex il y a quelques années que tu aimais bien vraiment créer pour créer, mais pas forcément aboutir le projet, juste créer puis presque le donner à quelqu'un, enfin le proposer à quelqu'un d'autre qui l'amènerait jusqu'au jeu concret. Est-ce que c'est pareil quelque part dans les dessins? Est-ce que tu aimes juste griffonner une envie, mais pas forcément aller jusqu'à l'aboutir? Je sais pas. J'ai travaillé sur des projets avec. Est-ce qu'on peut déjà Chacal aussi Prod. Ouais, c'est plus compliqué, je pense. On peut déléguer entre guillemets, mais on peut, par exemple, sur la colorisation, sur la couleur. Ça, je l'ai fait avec Chacal Prod, entre autres, où on travaille à plusieurs. Où alors soit j'écris, quelqu'un d'autre dessine, puis quelqu'un d'autre colorise derrière. Voilà. Plus dans ces choses-là. Après, c'est plus compliqué d'avoir une idée, de balancer des trucs et de donner. C'est plus frustrant. Ouais. Moi, actuellement, il y a un projet avec Chacal Prod qui m'échappe un peu, parce que j'ai créé les personnages, j'ai créé l'univers, j'ai tout créé, et comme je suis absent depuis un moment, le projet continue entre guillemets à vivre un peu, mais plus par moi, et c'est vrai que ça m'échappe un peu, et des fois c'est frustrant ça. Frustrant, mais est-ce que alors, quelque part je suis on content que ça apprécie vive quand même encore, ouais. mais il y a plein de choses où je me dis j'aurais pas fait comme ça. Donc ouais, c'est frustrant. Mais on se dit si je suis pas là, le projet avance pas. Exactement. Et là, le projet a quand même une chance du coup de voir le jour. C'est ça, tout à fait. Et quand on est illustrateur, quand on dessine, au départ, au démarrage, pour découvrir qu'on a ce talent de dessin, c'est-à-dire qu'on griffonne des petites choses, est-ce qu'on a un domaine de prédilection? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des choses qu'on préfère dessiner? Oui, il y a des choses qu'on ne sait pas dessiner. Qu'on ne sait pas? Ouais. Les mains. À part les mains, ouais, voilà. À part les La mains. perspective, je suis quelqu'un qui a horreur de ça. Donc tous les décors, les bâtiments et tout, j'ai horreur de ça, je déteste. Je suis très mauvais en perspective, je ne comprends pas la perspective. Il y a des gens qui... Là, par contre, c'est un don, je pense, effectivement, de voir les choses... Toutes ces lignes de fuite. moi, je les vois pas. Je préfère faire des bâtiments comme ça que tracer des perspectives. Hein. C'est quelque chose qui est abominable pour moi, la perspective. Et donc toi, si tu avais un domaine de prédilection, celui dans lequel tu es le plus à l'aise, ce que tu préfères dessiner? Ouais, moi je préfère les personnages, les visages, les expressions. Voilà. D'accord. C'est surtout là que je suis... Que tu te sens à l'aise. Je me sens plus à l'aise, ouais. Tout à fait. Ouais. Mais avec plutôt un côté toon, cartoon que exactement. réaliste. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, moi, le réalisme, non. Un peu Astérix. Ouais, ou même, moi j'aime bien les personnages animaux. Ah, ouais, d'accord. Ouais, j'humanise les animaux. Canardo? Non, Moi, pas c'est trop, un peu mais dark, c'est un peu tard, ouais. Moi, il y a une série, alors au niveau du dessin, elle est beaucoup plus réaliste, enfin, entre guillemets, c'est Black Sad. Ouais, bah, oui. Voilà, Black Sad, j'adore, c'est quelque chose d'extra. Bah, Black Sad, c'est très beau. Encore quelqu'un qui travaille lentement, on va dire, pour ceux qui attendent la suite, mais sûrement qui travaille aussi sur d'autres choses, parce qu'on l'a dit, c'est difficile d'en vivre quand on n'a qu'une formation. On va parler un peu comme des musiciens, mais effectivement, il a réussi ce côté où chaque animal représenté dans une fonction, tu te dis ah mais oui, en fait j'en verrai pas un autre que celui-là. C'est tout à fait vrai. Le juge, il te faut une autruche, mais tu dis bah en fait ça colle que à l'autruche, et il leur met des expressions. Je suis assez d'accord avec toi quoi. Black Sad, c'est l'animal, il a transcrit tout, l'idéologie. Non, Black Sad, c'est une super série. Moi j'ai beaucoup aimé De Cap et De Croc. Ouais. J'adore. Et De Cap et De Croc, il y a en plus ce côté littéraire, un peu. c'est Alexandre Dumas, très écrit et tout. Ouais, c'est génialissime. Ouais, ça reprend tout. Un peu mousquetaire, un peu Jules Mais Verne. Jules sur Verne, la Lune. C'est surtout très bien écrit. Et les joutes verbales qui sont écrites en vers et tout. Enfin, c'est de la poésie. Cet album, aussi bien visuellement que scénaristiquement parlant. Et ça, j'aime beaucoup. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est le type. Alors, dans Black Sad, par exemple, on est dans un univers où tout le monde, tous les gens sont des animaux. Alors que dans De Cap et De Croc, c'est vraiment un univers où il y a des humains et puis il peut y avoir un loup qui te parle habillé comme toi. Et donc c'est encore une autre vision de l'animal. Il y a une bande dessinée pour enfants qui s'appelle Angus, que j'aime beaucoup aussi. Et qui mélange les deux, personnages humains, personnages animaux. Personnages animaux. Ouais, tout à fait. Moi, j'en ai découvert une il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Shangri-La. Et dedans, il y a les animaux hibs. De Mathieu Bablet. Oui. C'est très très bien, Shangri-La. C'est superbe, c'est vraiment extraordinaire. J'ai vraiment adoré. Et du coup, dedans, il y a les animaux-ides. Et donc, c'est en fait, on est dans la science-fiction. Hein, la Terre, les humains n'ont pas plus évolué que ça, mais il y a eu des catastrophes. On est réfugiés sur c'est un peu dans le futur, quoi. On est réfugiés en orbite spatiale. Et les animaux-ides, ce sont nos propres animaux qu'on a développés génétiquement
pour les rendre intelligentes. En plus, il y a quelque part quelque chose presque de prédictif là-dedans. C'est, intelligent et utile. Intelligent. C'était Alors intelligent, ouais. intelligent en plus, précisons parce que je pense que les animaux sont intelligents déjà, mais avec vraiment une côté intelligence humaine, une perspective oui, humaine. mais quoi. ils ont complètement humanisé. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça J'ai trouvé extraordinaire. ça super. J'ai trouvé ça Ouais. extraordinaire. Et- Là, cette fusion là, ça marche. Et, Quoi. et moi, j'ajouterais sur Mathieu Bablé qu'il a un dessin qui sort des sentiers Ouais, battus, qui totalement. est pas très académique, mais qui est très 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 fortement évocateur. Quoi. En fait, Moi, si- je trouve que sa BD, elle est profondément immersive pour ça, Ouais. parce que son dessin est très typé. ouais, Voilà. je pense que c'est un dessin qui peut être dérangeant au début, surtout Ouais. sur les personnages, en fait. Mais les ambiances sont extraordinaires. Moi, j'ai découvert Mathieu Bablé grâce aux Doggy Bags, justement, cette série un peu trash de chez C'est un Ankama. collectif aussi. C'est un collectif aussi. avec- Et c'est pourtant des choses que j'aime pas lire, en général, la BD trash et tout. Mais là, grâce à Florent Maudou, entre autres, parce que je suis un grand fan de Freak Squill. Oui. Voilà, donc encore, il y a des animaux et tout. Voilà, Freak Squill, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'ai découvert Doggy Bags grâce à Florent Maudou. Et du coup, plein d'auteurs comme Mathieu Bablé. Et il fait des trucs super. Alors moi j'avais découvert par hasard Doggy Bags que j'apprécie aussi beaucoup comme quoi tout est possible parce que notamment dans certaines personnes qui ont fait des scénarios pour Doggy Bags, on peut retrouver Katsuni, la hardeuse, qui depuis qu'elle a quitté ça fait un peu d'écriture sur Ouais. et là est scénariste Donc Lex. de BD. Lex, oui. Lex. Elle appréciera, je pense. Mais on n'est pas obligé d'avoir effacé tous ces films. On peut. Mais effectivement, donc, mais on est plus dans du un peu trash, un peu comme dans la série Love, Death and Robots qu'on peut trouver sur Netflix, où voilà, où on se dit c'est du dessin animé, je vais mettre mes enfants devant, puis on fait bah non, reviens là vite. En fait, c'est pas du tout possible. Papa, c'est mieux. C'est ça. Bon, il est déjà l'heure de faire la deuxième pause musicale de l'émission. Et bah oui, donc après cette interview fort intéressante de notre invité Damien Marquis, Merci on en à a vous. appris beaucoup plus. On va se faire un petit encas musical avec cuisiné par Jack Johnson. Il va nous cuisiner Banana Pancakes. Salut, c'est encore la voix off de Deludes. Bon, vous avez compris le principe, hein. Les chansons, on n'a pas le droit de les diffuser pendant le live Facebook pour des raisons de droit d'auteur, mais ne vous inquiétez pas, elles seront bien à leur place dans l'émission lors des différentes diffusions radio de cette émission de Deludes et des Plumes. D'ici là, moi je vais continuer à vous distiller comme ça quelques informations utiles pour la suite de l'émission, ce qui va permettre à nos animateurs et nos invités de souffler un petit peu et de préparer la deuxième heure de Deludes avec, comme d'habitude, vos rubriques que sont le coup de fil, les présentations de jeux, les présentations d'univers et la suite de l'interview de nos invités. Tout ça, vous pouvez aussi le commenter en direct sur le live Facebook et nous, on se fera un plaisir de transmettre vos questions, de les lire à l'antenne et pourquoi pas, si on peut, d'y répondre. Faut bien qu'il y ait un avantage à ne pas avoir de chansons, on vous permet d'interagir dans l'émission en direct. Et puisqu'on parle du direct, je pense que tout le monde a largement fait sa pause et qu'il est temps de repartir dans l'émission dans 3, 2, 1. On s'est bien régalé avec ce Banana Pancakes de Jack Johnson. Le week-end à la radio, c'est le marathon des luttes. Vendredi 14h sur Plume FM, 18h sur Radio D4B, 19h sur BLP Radio, le samedi soir sur Radio Goéland et le dimanche en fin d'après-midi sur Radio Évasion. Si avec tout ça vous n'avez pas trouvé un moment pour nous écouter, rendez-vous sur le site deluttes.com pour retrouver tous les podcasts DLDP. Toujours dans des luttes et des plumes, on est ensemble pour la deuxième partie de l'émission. On vient de finir la deuxième pause musicale. C'est le moment pour le coup de fil à l'invité. Alors j'ai essayé pendant la pause musicale de l'appeler. Pour l'instant, le premier numéro ne fonctionne pas, donc je tente à nouveau sur le deuxième numéro. J'adore ces moments de suspense en pleine émission. C'est une émission de jeu. Hein. C'est Aura-t-on vrai. notre invité Ça fait un peu ou comme pas, la roulette russe. C'est En la même temps, Léa. quand on a la vraie pause musicale, on a plus de temps. Allô, bonjour Nicolas. Bonjour, alors attends, je vais te mettre sur haut-parleur. Ouais. C'est Alexis de l'émission des luttes et des plumes. D'accord, salut. Salut. Donc pour nos auditeurs,
puisque j'étais en train de t'appeler. En fait, j'ai essayé d'appeler sur le fixe et ça ne répondait pas. Donc, j'ai pas pu faire mon annonce comme je voulais. On est en ligne avec Nicolas Bourgoin. Nicolas Bourgoin, on en a parlé dans l'émission il y a peu de temps parce qu'on a joué à des jeux à lui. Hein. Effectivement, à la base, c'est un auteur qui a créé des jeux comme Mime 2, Démoniaque, Cortex Challenge, Jumble. Et on avait fait un Démoniaque ici en direct dans l'émission. Et Nicolas est passé, on va dire, du côté obscur du monde du jeu, puisque en plus d'être auteur, maintenant, il est devenu éditeur il a créé la maison d'édition Banana Smile et il a tout à fait. Et son premier jeu, Push 'em Up, de notre ami Alexandre Droit. Donc voilà, cette fois-ci, j'ai bien resitué un petit peu tout le monde. Et la question qu'on va te poser et que nos auditeurs doivent se poser, c'est effectivement quand on est auteur de jeu, en fait, pourquoi est-ce qu'on décide de devenir éditeur? Parce que. Okay. Voilà. C'est parfait. Non, ça me paraît. En fait, c'est très personnel. C'est juste parce que. Ayant travaillé de près avec certains éditeurs et très récemment avec Blue Orange pour le jeu Side Quest, ça m'a confirmé dans mon souhait de passer de l'autre côté de la barrière, en fait. Parce que j'ai un parcours qui mêle différentes expériences et puis en fait je retrouvais un petit peu tout ce que j'avais pu faire auparavant, de la logistique, du marketing, du commerce. Tout ça, j'avais l'impression de le retrouver dans le monde de l'édition, donc c'est là que je me suis dit, peut-être que je pourrais m'amuser un petit peu, quoi. Voilà. C'était un nouveau challenge, mais avec des choses qui n'étaient pas forcément nouvelles pour toi, quoi. C'était le plaisir de réorchestrer un petit peu des choses où j'étais un peu à l'aise. Voilà. Et sans rentrer dans les détails, parce qu'effectivement ça ne nous regarde pas, si jamais il y avait eu des déboires ou des mésententes, mais est-ce que le fait de créer sa propre maison d'édition, c'est parce que tu t'es dit peut-être que tu avais une meilleure manière de défendre tes jeux? Alors non, parce que non, je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière. En tant qu'auteur, on a une sensibilité qui fait qu'on est parfois un petit peu déçu quand le jeu arrive. On se dit on aurait pu faire comme ça, mais bon, faut savoir se dire aussi qu'il faut faire confiance à l'éditeur. Et puis je me suis pas lancé en me disant que j'allais éditer mes jeux. Voilà, c'est pas l'exercice qui m'intéressait en priorité. Je me disais tiens, maintenant j'aimerais bien travailler sur les jeux de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, ça a d'abord été Alexandre, tout simplement parce qu'il était à côté de moi. Et je lui ai dit, voilà, moi ton jeu, arrête de le présenter, je vais le faire. Voilà, c'est tout. C'est un jeu que j'avais dans la ligne de mire depuis un moment. En tant qu'ami, je l'avais testé dans les premiers, en fait. Et puis je m'étais dit, vivement qu'il sorte. Et puis quand j'ai vu qu'il revenait un peu dans le circuit, je me suis dit, allez Coco, c'est ton jour, lance-toi. C'est ça. Voilà. Et toi, tu avais vu le potentiel, en fait. Pardon? Toi, tu avais vu le potentiel du jeu et... Ah ouais, dès le premier test, j'ai vraiment senti un truc. Après, c'est ma vision du jeu, hein, mais c'est un point de vue que je partage, disons que c'est une vision que je partage avec Alexandre sur ce style de jeu. On est assez fans tous les deux des 6 qui prend, des trucs comme ça, et on avait envie de faire quelque chose là-dedans, donc sur ce segment, et voilà, c'est chose faite. Et justement, alors tu disais que des fois on pouvait avoir, quand on était auteur, avoir certaines attentes et être peut-être un petit peu déçu par certaines choses vis-à-vis des éditeurs. Quand on passe du côté éditeur soi-même, est-ce qu'on essaye de mettre en place pour les auteurs tout ce qui nous avait manqué, ou est-ce qu'on se rend compte que finalement il faut faire face à la réalité et qu'on est obligé de justement, ce que je disais justement, c'est qu'il faut savoir se dire qu'il faut faire confiance à l'éditeur. Là, pour Push 'em Up, j'ai choisi d'intégrer Alexandre dans le développement de A à Z. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé main dans la main. Il a été de toutes les décisions, enfin pas les décisions stratégiques, financières et compagnie, mais tout ce qui est design. Je lui ai fait une grande confiance et je l'ai vraiment inclus dans toutes les décisions aux côtés de Stéphane Escapa. Et donc on a vraiment travaillé en trio. Voilà.
Donc là, je me suis dit, tiens, je vais continuer à travailler comme ça avec lui. Avec lui, je sais que je le peux. Je pourrais pas forcément le faire avec n'importe qui, quoi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà. Et puis bon, je pense qu'au bout d'un moment, ce que je disais, ce qui est valable pour moi est valable pour les autres. C'est-à-dire qu'il faudra que ceux qui veulent travailler avec moi un jour sachent me faire confiance à un moment donné, quoi. Voilà. Et est-ce que c'est quand on arrive donc de l'autre côté de la barrière, on va dire, bien que je pense que tu restes auteur malgré tout à temps complet, parce qu'effectivement tu parlais de Slide Quest qui vient de sortir chez Blue Orange et qu'on a présenté ici dans l'émission, puisque moi ça a été l'un de mes coups de cœur à Cannes. Merci. De rien, c'était pas voulu, ça s'est fait comme ça. Et quand on est un auteur plutôt reconnu, parce que les jeux, genre Mime2, Cortex, c'est des jeux qui ont quand même très très bien marché. Ouais. Est-ce que ça crée une facilité, on va dire, après à pouvoir aller vers les gens, à dire attends, moi, viens chez moi, ou est-ce que ça a plus de facilité comme ça? Honnêtement, j'en joue pas, quoi. Je dirais pas, j'userais pas cette position entre guillemets pour dire viens plus chez moi que chez un autre. Moi, je pense que se lancer dans une aventure autant du côté auteur qu'éditeur, c'est une rencontre avant tout. Voilà. Le meilleur exemple pour moi, c'était pour Cortex. Dire Olivier Mercier, je le connaissais de nulle part. Voilà, il a débarqué comme ça, il a voulu voir le proto avant tout le monde. Le type, je savais pas qui c'était, machin. Et j'y suis allé sans a priori, en fait. Alors que j'avais d'autres gros éditeurs qui étaient intéressés. Et puis j'ai convaincu mon co-auteur, Johan, d'aller un peu plus loin avec Olivier. Et puis aujourd'hui, voilà, on sait quel est le succès de Cortex, quoi. Exactement. Voilà. Et j'ai pas envie, voilà, de me dire non, j'ai plus de facilité qu'un autre parce que j'ai eu un certain succès en tant qu'auteur, quoi. Non, j'ai envie de jouer le jeu de manière tout à fait normale. Voilà, c'est un autre métier. Ouais, c'est une autre casquette. Je l'aborde complètement différemment. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on a encore le temps, quand on passe éditeur, est-ce qu'on a encore le temps pour travailler sur ces protos ou pour créer des jeux? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, je bosse beaucoup en co-création du coup depuis quelques temps, notamment avec Jean-François Rochas, et puis toujours un peu avec Alexandre aussi. C'est ce qui permet aussi d'assurer la partie auteur et de proposer d'autres projets que je n'éditerai pas forcément moi-même. Oui, c'est ça. Ça veut dire que même si c'est pour les jeux anciens, on a compris, tu l'avais dit, mais pour les nouveautés, c'est pas forcément ton ambition d'éditer tes propres jeux. Non, c'est pas l'exercice qui m'intéresse le plus, quoi. Voilà. Après, voilà, c'est pas que je compare mes jeux, attention, hein, loin de s'en faut, mais c'est simplement que par exemple SideQuest, pour lancer ce type de jeu avec un matériel et puis sur un segment quand même qui est entre le jeu enfant, le jeu familial, enfin bon, c'était un peu un olni. Il fallait un éditeur qui ait du répondant, donc je me suis dit c'est pas maintenant que je peux me lancer, payer des moules à 10 000 balles. Faut avoir déjà un peu puis il fallait avoir le réseau de distribution costaud, quoi, aussi, hein. Voilà. Puis je le sentais bien chez Blue Orange. Voilà. Et puis d'autres éditeurs étaient pareil, étaient dans l'IS. Après, peut-être qu'un jour j'aurai une illumination et puis je sortirai le nouveau Double et puis là je me dirais bon, faut arrêter d'être con, je vais l'éditer moi-même. Mais bon, non, pour l'instant, c'est un équilibre plutôt sympa. Alors, pour l'instant, tu as sorti un jeu, donc on l'a dit, c'est Push 'em Up d'Alexandre Et Droit. Jumble également. Comment? J'ai réédité Jumble. Ah oui, tu as réédité Jumble. Ouais. Voilà. Push 'em Up fonctionne plutôt pas mal, parce que les retours sont, de ce qu'on peut en lire sur Internet, les retours sont plutôt élogieux sur le jeu. Donc c'est une bonne chose. Est-ce que tu as d'autres choses dans la besace? Est-ce que tu as des jeux à venir ou des...
Oui, oui, oui. Alors, normalement, pour Paris Ludique, si tout va bien, on sort un jeu qui s'appelle Chacun son trou. Voilà, voilà. Donc, un petit jeu de rapidité. Il faut mettre le bon doigt dans le bon trou. D'accord. Voilà, voilà. C'est un jeu de Jean-François Rochas, mon co-auteur sur SideQuest. Et voilà, j'ai découvert cette bizarrerie il y a un peu plus d'1 an. Et puis tout de suite, je me suis dit, bordel, il y a un truc à faire. Et puis j'ai pas changé le titre. Voilà. Moi, j'imagine surtout le nombre de protos, tu sais, avec les choses. Non, Ah ouais, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ah ouais, on a usé des trous, quoi. Les trous sont fournis dans la boîte, ouais. Et pour l'instant, est-ce qu'il est un peu tôt pour dire que pour mettre en place, on va dire, une ligne éditoriale? Est-ce que tu Alors, marches plus au feeling? J'ai un souhait de ligne éditoriale. Par exemple, il y a la gamme Push, voilà, jeu de cartes dans le style de Push, la petite stratégie, la 6 qui prend, vous voyez, hyper accessible, voilà. C'est ce que je souhaite. Après, là, je tourne sur 2 gammes, on va dire, la gamme Push, la gamme Jumble, et du coup, chacun son trou va intégrer la gamme Jumble. Donc, petite boîte à 12 €, jeu d'ambiance, enfin, bref. Jeu Voilà, d'ambiance un peu familial, ouais. C'est un peu, en fait, je cherche des jeux qui ressemblent aux jeux que moi je fais, quoi. Et tu as déjà une vision, on va dire, tu sais à peu près combien de jeux tu souhaiterais sortir par an, ou pour l'instant c'est encore un peu flou parce que c'est le tout début? Bon, pour l'instant c'est encore un peu flou, hein. Ouais. Là, je profite. Ouais, carpe diem, hein. D'accord. C'est normal, hein, c'est normal. Alors, ouais. Nous, on espère, parce que je te dis, pour l'instant, ce que je lis sur les réseaux, sur Push 'em Up, laisse présager du bon. Les gens sont plutôt ravis. On espère que pour chacun son trou, ça sera la même chose et que les gens seront contents aussi. On se donne rendez-vous à Paris et Ludique pour voir ça et tester tout ça. Nous, on est très très contents d'avoir réussi à t'avoir au téléphone, que tu aies bien voulu nous répondre. Et puis, on va suivre de près les prochains jeux de Banana Smile. Voilà, n'hésitez pas, hein, parce qu'on le redit, Push 'em Up, c'est vrai qu'il est bon. Et puis, si vous n'aviez pas eu l'occasion encore de jouer à Jumble, maintenant qu'il est réédité, jetez-vous dessus. Alors, il est réédité et pour l'instant distribué dans le réseau Waka Waka. D'accord. Voilà. C'est quoi le principe de Push 'em Up, vite fait? Pardon? Le principe de Push 'em Up, en 2 mots, ça serait pour l'expliquer aux auditeurs? Ah d'accord. En fait, c'est un jeu où 4 équipes de super-héros s'affrontent. Donc, ce sont des super-héros de seconde zone, hein, qui n'ont pas eu leur chance pour devenir les plus badass, les plus connus, comme les Captain America et compagnie. Et un jour, Tétanos, le titan, claque des doigts et donc supprime la moitié de l'univers. Donc, c'est le moment pour eux de sortir de l'ombre. Et en fait, on va poser des cartes, donc on dirige une ligue de justiciers et on va essayer de la faire gagner en posant des cartes de différentes manières, donc soit avec un rapport +1/-1, soit en recouvrant une carte adverse, soit en posant des paires, des suites, etc. Et il y a un petit twist qui s'appelle la carte Push, et cette carte permet justement d'annuler des valeurs adverses pour leur faire perdre des points, dans le but de gagner la majorité sur un maximum de colonnes. Voilà, je crois que j'ai été assez clair. Ouais, c'est ça. Faut m'interrompre, hein, si c'est pas le cas. Ouais. Et puis c'est tout, quoi. Mais c'est ça, et le but, ça va être d'essayer de recouvrir les uns les autres les cartes et avec la carte Push, de pouvoir faire en sorte que sa carte, si on a l'équipe verte par exemple, recouvre la carte de l'équipe rouge et que du coup il y ait plus de vert visible, ça apportera plus de points. Ou tout simplement aller faire chier les autres équipes en faisant bouger la carte d'une autre équipe sur une autre équipe. Voilà, c'est aussi ça l'esprit du jeu, c'est vraiment un jeu de pupute où on se met dedans sans arrêt, quoi. Voilà. C'est ce qui ressort, ouais, c'est le côté bien fourbe du jeu. C'est ça. Et donc on a 4 cartes push chacun. Donc les parties durent un petit quart d'heure en général, et puis après on peut les enchaîner assez rapidement, faire des petits challenges en 200 points, des trucs comme ça, voilà. Bah merci beaucoup Nicolas de merci à vous. Ces informations, et
Et puis à très très vite, oui, autour d'un salon, autour d'un jeu. Ou, Avec grand autour d'un plaisir. truc. Ça marche. À bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. D'un trou normand. Normand ou autre, hein, je suis pas sûr qu'ils vivent en Normandie. Hein. Non, tout à Là, fait. tu supputes des choses. Mais effectivement, Banana Smile, donc, qui vient juste d'exister, d'être créé et d'arriver sur le marché. On a la chance pour le jeu Push 'em Up, on l'a dit, donc c'est Alexandre Droit qu'on a déjà interviewé plusieurs fois dans l'émission, et on a parlé de beaucoup de ces jeux parce qu'il il est assez prolifique, et ça a été illustré par Stéphane Escapa, et c'est vrai que Stéphane a fait un magnifique travail dessus parce que toutes les équipes ont des super-héros différents, et les 4 équipes sont bien toutes bien typées en fait. Les verts sont plus écologiques, mais avec des ronces ou des choses. C'est vraiment très très bien foutu, quoi. Alors que je reprenne mon déroulant, parce que maintenant on a foutu le bordel sur ma table. Hop, Yann, Oui. c'est à toi. Justement. C'est à toi de nous parler d'Ephiran. Et voilà, moi je vais vous parler d'Ephiran. Alors, Ephiran, c'est un jeu qui est sorti donc l'année dernière à la suite d'un Kickstarter. Donc voilà, comme beaucoup aujourd'hui qui arrivent sur le marché, ils passent par cette case-là. C'est un jeu de Cédric Duwells, Duwells. J'espère que j'écorche pas trop son nom. Il a fait Zigzag, SOS Tortue, Sam la Pagaille, dont on a joué tout à l'heure. Et c'est illustré par Olivier Fagnière. C'est un jeu édité par Element Edition et c'est distribué par Novalis. Donc comme je disais, c'était un jeu Kickstarter, donc il y a eu tout un tas de bonus qui ont pu être débloqués au cours de la campagne, qu'on n'aura pas forcément dans la boîte de base que l'on va retrouver en boutique, mais qui sont quand même possibles d'avoir dans la très grande majorité que l'on peut avoir dans une extension. Donc dans le principe, on va jouer le rôle d'un dieu. On va incarner un dieu. Donc, ça j'aime bien. Il va y avoir Gaïa pour la terre, Héphaïstos pour le feu, Éole pour le vent, Poséidon pour la mer. Et donc les joueurs vont devoir créer une ville en posant 16 cartes. Alors les cartes, c'est des créatures mythologiques. Il va falloir donc mettre 16 cartes devant soi par 4 colonnes. Et les 4 colonnes représenteront chacun un élément différent. Dans la boîte, il n'y a principalement que des cartes. Il y a quelques petits jetons pour les bonus, pour les artefacts sacrés. Mais sinon, ce sont principalement des cartes dans la boîte. Donc, dans ce jeu, il va falloir construire une cité en posant des colonnes de 4 cartes composant notre ville. Et donc ça, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Mais si ça se limitait à ça, ça serait un petit peu trop simple. Donc, il y a des règles à suivre. Et par exemple, quand on doit poser les créatures, il va falloir poser les créatures dans un certain ordre. Elles ont toutes une valeur de 1 à 4. Et donc, si on veut poser la créature 2, il va falloir d'abord déposer la créature 1 de l'élément mer, par exemple. Ensuite, on pourra déposer la créature 2 de l'élément mer, etc. Et là où ça va être intéressant, c'est qu'il va falloir, comme dans Océanos, c'est un jeu avec lequel je fais un petit peu le parallèle avec Océanos, que j'aime beaucoup, mais qui est beaucoup plus simple. Même si Océanos, c'est très très simple, celui-ci, il est encore plus fluide et plus simple. Dans celui-ci, il va falloir faire des collections de créatures mythologiques. Et plus on va avoir des créatures différentes, et pas les mêmes, et plus on va pouvoir avoir de points comme ça pour la fin de la partie. Donc par exemple, quand on met les points dans la colonne qui correspondent à notre dieu, là si on l'a réussi vraiment et qu'on arrive bien à remplir les conditions, on va doubler notre score en plus, et donc ça va nous faire encore plus de points. Comme je vous ai dit au début, on incarne un dieu qui lui aussi a un des 4 éléments qui constituent notre ville. Sur les cartes, il n'y a pas que des créatures, il y a aussi d'autres dieux qui vont permettre de débloquer des pouvoirs en fait. Donc par exemple, Arès va permettre de voler un jeton à un autre joueur. Athéna va permettre de piocher des jetons magiques qui vont nous permettre d'améliorer la valeur de nos créatures. Donc comme ça, il y aura des choix à faire entre est-ce que je joue la carte pour son pouvoir ou sa créature. Donc ça, voilà, on est face à la fameuse frustration du choix qui donne tant de plaisir dans le jeu de société.
Donc après, il y a bien plus de pouvoir aussi. Il y en a qui vont nous permettre de détruire la dernière carte d'une colonne d'un adversaire. On va pouvoir aussi échanger les créatures, piocher plus de cartes. Bref, il y a une vraie interactivité. On n'est pas dans son coin, finalement, à construire sa petite cité. Alors ça, on peut le faire généralement lors des premières parties. Mais très vite, on se rend compte qu'il y a une autre profondeur et qui implique beaucoup plus d'interaction entre les joueurs. Ouais, il faut quand même faire attention à ce que fabriquent les autres. Exactement, et puis pour pouvoir les empêcher de réaliser leur cité le plus vite possible, parce que c'est un élément déclencheur de fin de partie. Le premier qui remplit ses 16 cartes, qui a posé ses 7 cartes, on arrête la partie. Donc si les autres n'ont pas leurs 16 cartes, et effectivement, ils peuvent avoir moins de points. Exactement. Après, se précipiter pour poser cette carte et avoir des doublons, par exemple, ce n'est pas pertinent non plus. On va se retrouver avec moins de points que quelqu'un qui aura fait des collections beaucoup plus originales. Un peu moins de cartes, mais qui aura plus de diversité. Absolument. Donc voilà, c'est un jeu qui est quand même vraiment simple à prendre en main. Les parties s'enchaînent rapidement, mais au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'il y a une vraie profondeur tactique et une vraie interaction entre les joueurs. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il est équilibré, rapide et plutôt fluide comme jeu. Donc c'est plutôt une bonne réussite. Le nom de l'extension, c'est Glory of Gods, qu'on peut retrouver aussi en boutique. Et ça va permettre de rajouter des pouvoirs, de rajouter des dieux qui ont des pouvoirs un petit peu différents. Et ça va varier un petit peu comme ça les parties. Voilà, j'ai terminé, Alexis. Merci beaucoup Yann pour la présentation. Donc on rappelle, ça s'appelle Ephiran de chez Elements Édition. Effectivement, tu l'as dit, ils sont passés par un participatif pour sortir le jeu, comme ils ont l'habitude, parce qu'ils sont actuellement en cours de campagne aussi pour un autre jeu avec des dragons. Et Olivier Fanière est l'illustrateur, je ne sais plus si je l'ai dit. Tu l'as dit. Si, je l'ai dit, oui. Et j'aime aussi beaucoup son travail. Il y a plein de... Alors, on est dans la période des Easter eggs. Et du coup, dans son travail graphique, on retrouve un petit peu comme ça ces petits clins d'œil de temps en temps. Les Easter eggs. Easter eggs, oui. Je connais pas ça, expliquez-moi. Tu connais pas? Les œufs de Pâques. Ah, c'est le mot anglais d'œuf de Pâques. C'est ça. Oui, excuse-moi, on est à la radio, la loi tout bon, tout ça. Oui, c'est vrai. Les œufs de Pâques en illustration, c'est les références cachées. Ah, voilà. C'est le moment où tu regardes par exemple une rivière. Et puis tu vois la forme d'un monstre en dessous et tu comprends que c'est Nessie parce que. Mais c'est pas dit, c'est juste un élément graphique en plus, ou alors caché derrière un arbre dans une forêt, tu vas avoir une tête dépassée. Oh, c'est Robin des Bois. Voilà, celui qui a la référence va comprendre le petit clin d'œil. Celui qui ne l'a pas, ça ne gêne pas du tout le jeu. C'est juste des petits éléments graphiques. Et on retrouve ça dans le jeu de société, donc dans le monde de l'illustration beaucoup, dans les jeux vidéo, pas mal aussi, où tu vas retrouver des références. Un caméo en cinéma, on appelle Exactement. ça. Et d'accord, très bien. Exactement. Je connaissais la pratique, mais je ne connaissais pas le mot. Damien, est-ce que les illustrations d'Olivier, c'est des choses qui te parlent, par exemple ? Moi, je trouve ça très bien, j'aime beaucoup. Ouais. On est un peu dans ton esprit, Oui et non. On est plus dans un esprit un peu cartoon quand même chez Olivier que chez d'autres qui font plus du réaliste, on va dire. Ouais, mais c'est des choses que j'aime bien, tout à fait. Donc on est plus dans ce qui va te toucher. Donc merci Yann. Oui, je crois que j'ai manqué à quelques informations quand même. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui se joue en une trentaine de minutes et qui à partir de 8 ans. Et à partir de 8 ans. Je suis désolé. Normalement, c'est en premier que j'aurais dû parler de ça, mais Damien, c'est des choses j'ai été troublé. On voit au début. Damien fera le montage, il mettra ça au tout début de la chronique ou pas. Bon, l'important c'est de l'avoir dit. Merci beaucoup. On va se tourner vers Talmo parce que Talmo nous avait dit tout à l'heure qu'on allait essayer d'adapter des jeux, des séries, des choses. Vous allez réfléchir avec moi. Oui. D'abord, pour commencer, je voulais en préambule saluer la sortie donc aux États-Unis de la boîte rouge de Donjons et Dragons rééditée en version Stranger Things. Donc dedans, on trouve la figurine du Démogorgon, le set 2D, etc. C'est comme la boîte rouge des années 80. Je ne sais pas si vous y êtes attaché, mais moi je l'ai eu à l'âge de 11 ans et ça a été mon doudou pour les 10 années suivantes de ma vie. Moi je l'ai encore. Tu l'as encore, ouais. Moi j'essaie de remettre la main dessus, je ne sais pas où elle est.
tabernacle. Donc merci à Hasbro, je crois bien, oui c'est Hasbro qui réédite ça. Espérons qu'ils vont populariser le jeu de rôle comme ils ont popularisé la série. La deuxième chose, c'était Game of Thrones. Game of Thrones qui a repris. Alors, t'es des Game of Thrones un peu, Damien ? Alors, j'ai vu les 7 premières saisons et j'ai pas commencé la 8e. Ouais, mais si t'as été jusqu'au bout des 7 premières, je regarderai la fin. Et t'as pas accroché à la suite alors tu t'es dit non, allez, j'ai arrêté. j'arrête. J'ai pas envie de voir la fin. Donc. Ça m'est arrivé sur une série de regarder les 3 saisons complètes, mais pas le dernier épisode de la 3e saison. Ah, dis donc, mais tu es masochiste. C'est dingue, hein. Parce que Ouais, c'était je crois que je vraiment le regarderai dingue. jamais en Non. plus. Ah, déçu, j'arrête. Et je vous dis pas ce que c'est. Hein. Ça m'est arrivé aussi. De peur qu'on te le raconte, qu'on te dise la fin. Non, parce qu'en fait, je pense que je regarderai pas en fait. Non. Mais là, on va essayer. Alors, on peut en parler, mais essayons de ne pas faire de spoil parce que Ah non. tu sais que Ah bah non, voilà, surtout sur Game of Thrones notamment, sinon on va se retrouver avec des snipers qui vont nous attendre à la sortie et on risque de se faire. Je sais pas comment on peut spoiler trucider. une série où tout le monde meurt. Puis même, j'ai pas envie de donner le contenu parce que le contenu est toujours. Et j'en suis sujet toujours de quel controverse. épisode J'en suis toujours qu'à l'épisode 1 de la saison 1. Là, ce soir, on devrait regarder l'épisode 2. Mais pour de vrai, hein, l'épisode 2, saison 1. Lis les livres, ça ira plus vite. Ouais, pas. des fois, je me demande. Ouais. Non, moi c'est une série que je salue parce qu'elle popularise énormément le Medfan. Peter Jackson avait déjà bien ouvert une brèche avec Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit que j'aime beaucoup moins, Oui. mais qui est quand même un gros blockbuster. Ouais, il y a eu le film Donjons et Dragons quand même qui était top. Ouais, hein. mais c'est un nanar. J'allais pas dire Ils vont- top. T'aurais je- dû t'arrêter. Il y a eu le film Donjons et Dragons. Oui, Voilà, c'est c'est vrai. Il y en a Avec même eu un Jeremy deux, Irons, trois. hein, quand même. Ouais. Non, Donjons et Dragons. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une nouvelle adaptation de Donjons et Dragons dans les tablettes, mais cette fois-ci un peu de qualité, parce que Donjons et Dragons revient très très clairement sur le devant de la scène. Le vieux jeu de rôle old school est très très à la mode. Encore une fois, merci Stranger Things. Donc, ce que je voulais faire avec vous, c'est que tant qu'il reste encore quelques franchises de séries télé à adapter, j'ai été voir un petit peu et j'aimerais qu'on fasse un brainstorming pour savoir lesquelles on peut adapter en jeu. Donc Damien, tu vas être mis à contribution fortement parce que d'accord. toi, tu as fait de la ludologie, tu es vraiment le plus Calé. Ah bah ouais, clairement, d'entre nous. Donc voilà, première série qu'on pourrait adapter, parce que les droits en plus ne sont pas chers du tout, c'est Derrick. Ah ouais, Derrick. Ah. Derrick, qu'est-ce qu'on en ferait comme jeu ? Ah, mais il n'existe pas déjà le jeu de. De Derrick ? Ouais, c'est tu sais, possible. si on Un l'adapte vieux un jeu truc du MB. style le gang des tractions avant ou... Ah oui, c'est... Moi, je verrais un je jeu vais pas- d'observation et de rapidité pour Derrick. Oui. Ouais, probabilité peut-être pas. Observation, oui. Je ferais une base de Cluedo, Ouais, c'est sauf bon, que c'est- l'enquêteur qui joue Derrick, tu vois, il a un dé de 1. Alors, c'est très drôle. Là, je crois qu'on se rejoint, Damien. Parce que moi, j'ai écrit un Cluedo sans passion ni surprise. C'est ça. Et je pense qu'il est très important. Si les accessoires vont être importants sur l'adaptation de Ouais, Derrick. ouais, sur Derrick. Ouais. Ouais. Je crois qu'il faut un téléphone à cadran, hein, vraiment avec le rond. là. Damien en cherche un d'ailleurs. On en a Appel. un, voilà. Damien en Ouais, cherche un. Le Mais quel- Minitel, ouais, ça peut être. Ou un Minitel. Ouais. Et je crois qu'il faut réussir à caser de la moquette murale quelque part là-dedans. Ouais, aussi. et du Parce que lambris au plafond. c'est- Et du lambris au plafond. Mais ceci dit, Derrick, tu vois, en Ouais. Cluedo lent, Ouais. c'est quand même plus intéressant que faire un Colombo, par exemple. On dit à tout le monde, vous avez vu, hein, Ouais. c'est bien le colonel Moutarde, le couteau est dans la bibliothèque. Maintenant, je les mets Voilà. et il va falloir qu'on retrouve tous qui est le coupable et comment a eu lieu le meurtre. C'est celui qui coche sa fiche le plus rapide pour Ouais, dire c'est bon, c'est ça. c'est bon. Là, on est dans la rapidité. Tac, tac, tac. Donc voilà pour Derrick. Moi, j'aurais bien vu un plateau de jeu en moquette murale et des tokens en lambris. Un plateau C'est- en moquette. C'est ouais. pas mal. Mm. Il faut du marron. Ouais, des choses comme ça. Du gris. Alors, deuxième franchise qu'on peut acheter, les gars, Louis la Brocante. Ah. Louis la Brocante. Louis la Brocante est à vendre. Moi, j'hésite entre le jeu d'enchères et le jeu d'objets. Ouais, je pense à un lynx, mais avec un brouillard de guerre. Faut tout dépoussiérer avant de pouvoir accéder à cette image. Ouais, ou un Zac et Pack sur ta table de brocante. Ah ouais, Ah, un système pas Zac et mal. Pack. T'empiles les tables, les vieilles lampes, les vieux machins. Ouais, en jeu d'adresse. un Ouais, peu. en jeu d'adresse, voilà. Ça, ouais. c'est pas mal, ça. Bon, bah, je garde ça. Le sac et pack. En Docteur Maboul version. en jeu de brocante.
Alors attention, plus costaud. Peut-être qu'il existe déjà celui-là, Joséphine Ange Gardien. Là, j'ai choisi celui-là parce que bon, les droits sont adaptables. On a du dilemme, on a du drama, on a de la justice, on a quelque chose qui a tout pour nous faire un vrai jeu social. Alors, vous allez peut-être me dire, mais ce jeu existe. C'est un jeu de rôle qui s'appelle In Nomine Satanis Magna Veritas, mais c'est pas tout à fait la même ambiance que Joséphine. Moi, je pense que les seuls qui peuvent se coller pour un Joséphine et vraiment donner un épisode, c'est je vois les Space Cowboys avec un épisode de Time Stories par exemple sur Joséphine. 100% narratif. Ouais. Là, on est dans du narratif pur et dur. Ouais, avec du drama et du jeu moral. Moi, je trouve qu'il faut du jeu moral. Ah, il faut. Est-ce que je fais le bien, est-ce que je fais le mal, quelle décision vais-je L'immersion va être importante dans un jeu comme ça. Hein. Oui. Ouais. Bah, t'es obligé de jouer à genoux. C'est ça. Tu mélanges le Time Story avec un jeu de handicap à genoux. Ah bah je crois qu'on a quelque chose de bien pour Joséphine. Bon bah c'est bon. Alors avant-dernier thème, Sex and the City a toujours pas été adapté. Si. Ça par contre Sex and the City est bientôt adapté. Si t'as bien suivi, Banana Smile va sortir un jeu là qui s'appelle c'est une réécriture de Sex and the City. Voilà, bon, ceux qui prennent l'émission en cours, je vous invite à réécouter du début au moins le coup de fil pour pouvoir comprendre. Et moins sexe. Ah oui. Alors c'est plus City. Ce qui est important, ça va être, on va aller à la recherche du mec idéal. C'est ça, Sex and the City. Ah ben Scotland Yard. Ah ouais. Scotland Yard. Ouais, il faut retrouver le mec Mr. Jack. Oui, bon. Mr. Jack. Ah, moi j'étais parti sur du deck building où tu vas créer un petit peu le mec idéal avec des fonctions différentes, richesse, galanterie. Oui, il y avait un jeu Amazon, ouais. Voilà, Amazon, oui, Amazon, ouais. Ça reprend le truc des enfants où tu par 3 éléments, tu reconstruis la tête, ton personnage, le corps, les jambes, et au fur et à mesure tu crées ton mec idéal pour le peuple Amazon. C'est chez lui-même. C'est drôle, ça. Moi je l'avais de l'autre côté en fait. J'avais un Monopoly mais sans les billets. Tu sais, 6, j'achète. Ouais. Puis après, j'achète aussi. Ouais, j'achète, celui-là aussi. Ouais, lui, j'achète aussi. Tu vois, mais tu comptes pas les billets, t'en fous parce que t'en as. Quoi. Ou alors, ça serait. Ça, t'es riche. Youpi. Sinon, ça serait un mix entre un Monopoly et un action et vérité. Pour acheter la rue, il faudrait faire une action ou dire une vérité. Ah ouais. Ah oui, du coup, un petit peu jeu ado, un petit peu jeu adolescent. Tiens, si tu veux la rue de la paix, tu vas faire un bisou à Natacha. Voilà, parce que dans Sex and the City, il n'y a pas que City. Mais là, ça devient un générateur de scénario pour une prochaine saison. Alors, dans ces cas-là, c'est plus un jeu de société. C'est pas mal. Alors, le dernier, et celui-là, je pense qu'il faut vraiment, absolument qu'on fasse un truc ensemble et qu'on achète les droits, et là on va faire fortune les gars, c'est les feux de l'amour. Comment adapter les feux de l'amour en jeu de société? Il faut savoir quand même, dans les feux de l'amour il y a un petit côté surréaliste, mais vraiment surréaliste, hein, pas fantastique, mais un truc absurde, tu vois, qui est créé de briques et de broc, un côté camoulox. Donc moi je voyais plutôt un camoulox de la romance un peu, et par contre je sais pas comment l'organiser. Est-ce que c'est un plateau et puis... Tu fais un roman photo avec des trucs de roman photo. Ça serait un truc genre coup d'un soir mais avec des frères et sœurs quoi, ou des cousins. Tous avec des brushings aussi. Et il faut des perruques dans la boîte. Hein. Un Legacy mais avec 1 million de cartes rangées dans l'ordre. Un Legacy saison 1 mais il n'y aura jamais de saison 2 parce que tu ne la finiras jamais. T'as aucun moyen de perdre et de recommencer, t'as aucun moyen de t'en échaper quoi. Tu reprends le principe. Je suis complètement d'accord aussi, mais c'est retourner la carte à la carte à la 7ème continent, tu vois, avec des cartes et effectivement un truc narratif qui mélange tout, et poser la carte 2 si vous faites ce choix là, poser la carte 3 si c'est plutôt l'autre choix, et puis et là encore une ramification et tu repars avec des petits, tu sais, les petites tables qu'on met au centre de la pizza pour pas que le carton s'écrase parce que tu te montes les uns sur les autres. Tu te rends compte que la ramification quand tu arrives à la carte 572, et ben ton choix il peut te ramener quand même à la carte 2 que tu n'avais pas posée au début et revenir.
Non, c'est faisable les feux de l'amour en fait. C'est faisable les feux de l'amour, mais par contre ce que j'entends c'est il faut de la narration pour vous. Ouais. Il faut quelque chose de. Puis il faut une musique d'ambiance. Il faut surtout. Là, c'est pas tant un travail d'illustration que c'est un travail de compositeur. Ouais. Du piano et des nappes. Non mais comme ça se fait beaucoup avec les téléphones maintenant, les applis. Exact. avec les applis. Des lunettes floues comme ça sur les côtés T'as l'appli pour tout faire en flashback avec de la buée sur le bord des verres. Et on peut ressortir le D2.1 de Derrick. Les DD, oui. Parce que quand même. Ok, nul doute les garçons qu'avec ça on va bien réussir à en sortir un. Je me charge des droits et la fortune est faite pour nous. Parfait, on l'attend de pied ferme parce que nous on est prêt à l'accueillir, faire face à la fortune. Exactement. On va Ça nous monter un fait pas peur. proto. Alors, c'est pas tout ça, mais à force de dire des conneries, le temps passe et on arrive déjà à la 3e pause musicale de l'émission. Et oui, et puis en l'honneur de notre invité Damien Marquis, nous allons passer à un petit morceau de musique qui s'appelle Wanda's Loving Boy et c'est chanté par Marquis Tzad. Salut, c'est toujours la voix off de Deludes. Bon, là vous commencez à avoir l'habitude, à la place des pauses musicales pendant le live Facebook, c'est moi qui interviens pour vous parler de l'émission et vous dire que là, il reste très peu de temps avant la fin de l'émission de ce soir, mais vous pouvez continuer à commenter sur le live Facebook, à poser des questions, et nous, on les lira à l'antenne, et si on peut, on essaiera d'y répondre. Mais si vous manquez l'émission de ce soir, n'hésitez pas à nous retrouver sur les différentes radios, et puis dans quelques jours, en podcast sur SoundCloud, iTunes et Spotify, en cherchant tout simplement des LDP 56, des Luds et des plumes. Voilà, si tout ça n'est pas très clair, tout est récapitulé sur notre site internet www.deluds.com. Deluds, ça s'écrit D-E-S-L-U-D-S, tout simplement. Je pense que vous avez toutes les informations nécessaires au bon déroulement de l'émission et pour la retrouver très prochainement en podcast. Alors là, il est temps de partir pour la dernière ligne droite de l'émission de Deludes et des plumes de ce soir dans 3, 2, 1... Et c'était Wanda's Loving Boy, chanté par le Marquis Tzad. Des Luds et des plumes, c'est 4 fréquences et 6 stations dans le Grand Ouest. Dans le Finistère sur 100.4. Dans le Morbihan, à Lorient sur Radio Goéland et Vannes sur le 102.1. En Vendée sur le 101.4. Dans les Deux-Sèvres sur le 90.4. Et par internet jusqu'en Essonne sur BLP Radio. T'es sûr qu'en Essonne on est encore dans le Grand Ouest? Oui, le Grand Ouest de la banlieue sud parisienne quoi. Ah ok, ça me va comme explication. Toujours dans des luttes et des plumes, on attaque la dernière partie de l'émission. Il est maintenant temps de se retourner à nouveau vers notre invité, vers Damien Marquis ou Damien Tipim. N'hésitez pas à utiliser les deux si vous le croisez dans la rue, il répondra aux deux. On parlait tout à l'heure illustration, on a parlé passion BD, on a parlé auteur de jeu. Est-ce que quand on est illustrateur et auteur de jeu, est-ce que c'est plus facile de faire des jolis protos? Ça c'est une bonne question. C'est quelque chose que je parle beaucoup maintenant, surtout depuis que je fais les cours à Cholet à la licence pro. Au début je m'en servais beaucoup. Maintenant j'ai arrêté de dessiner systématiquement pour tous mes protos parce que ça prend énormément de temps, qui pour finalement un résultat qui vis-à-vis d'un éditeur, l'illustration c'est pas ce qui fait le plus. Donc tu peux passer un temps fou à faire tes dessins, de faire de très jolis dessins et qui au final ne seront pas conservés. Par contre c'est un réel plus sur les festivals, sur les concours. Pour l'attrait du public. Pour l'attrait du public, parce que effectivement même sur un concours, quand le public va venir et essayer ton jeu, s'il est très bien illustré, ce sera un petit plus indéniable, c'est sûr. Par contre, je pense que pour un éditeur, ça n'a pas grande importance. Ça n'a pas d'importance. Non. Parce que lui, il sait qu'il va y remettre sa patte derrière, qu'il va retravailler. Ouais. Et que les peut-être éditeurs même... ont une gamme, ont souvent une charte graphique, des illustrateurs attitrés aussi. Tu peux être sûr que ça passera. Mais justement, pour les festivals, par contre, tu disais que c'était un vrai attrait. Ouais, c'est un plus. Ça vaut le coup de continuer quand même pour toi à illustrer tes jeux pour avoir pour faire venir les gens, quoi. Ouais. Mais je le fais de moins en moins puisque c'est pareil, les jeux passent d'un thème à un autre bien souvent. Et je peux monter un proto qui est basé sur un certain thème et un certain style graphique aussi, et je vais changer le thème. Du coup, ça fait rechanger tous les dessins.
et je rechange le thème et ça Ouais. fait rechanger encore tous les dessins. Donc t'imagines le travail Et que ça peut faire. Ces dessins-là, t'en fais quoi? Ils sont perdus? Tu peux pas les réutiliser ou tu les gardes pas? Si, ouais, je réutilise beaucoup. Maintenant, justement, pour les protos, sur certains protos, je réutilise des vieux dessins que j'ai faits ou qui sont dans mes fichiers pour réillustrer les prototypes. Ouais. Au contraire. Et à contrario, est-ce que quand on travaille donc avec un groupement d'auteurs, est-ce qu'on ne serait pas plus sollicité quand on a un talent d'illustrateur pour illustrer les protos des copains? Ouais, on m'a demandé, oui, c'est vrai. Mais maintenant, j'arrive à dire non. Ouais. Ou alors, de toute façon, il faut patienter parce que comme tu disais que Ouais, je suis c'était très pas lent. rapide. Non, ce serait pas valable ni pour l'un ni pour l'autre. Parce qu'il y en a qui attendent toujours. Oui. Et vas-y. Moi j'ai une petite question. Quelle différence tu ferais entre la fois où tu illustres de la BD et quand tu illustres un jeu? Quelles sont les grosses différences Est-ce qu'il y en a? Ouais. Est-ce qu'il y en a? Ouais. Si, alors dans le travail, ouais, parce que sur le jeu, on va travailler image par image, par rapport à une BD où tu as une continuité, tu as une histoire, Mhm. tu as beaucoup plus de structure en fait. Du coup, ça me prend moins de temps aussi. Et on a moi, ce que j'aime, c'est qu'on a un résultat visuel plus rapidement sur le jeu D'accord. que sur la bande dessinée. Même tu vois, si je fais un prototype, que je le dessine et tout, j'aurai un proto jouable, j'aurai quelque chose d'utilisable tout de suite, assez rapidement. Alors qu'un album de bande dessinée, j'en ai fait que un réellement, avec Chacal Prod, et il m'a fallu 3 ans. Oui, c'est pas le même temps de travail. Oui. Non, Sur un du jeu tout. de société, des Ouais. fois, avec 4 illustrations, ça fait le jeu. Oui, voilà, tu peux avoir un résultat beaucoup plus rapidement. Et Mm. ce que je disais aussi, ça Ouais. change dans la structure. T'as pas une continuité de structure à faire. Tu peux illustrer un jeu sans forcément faire beaucoup de décors ou autre. Le travail, il n'est pas tout à fait. C'est pas la même application que tu Pour vas un avoir. prototype, j'entends. Oui, bien. oui. Non, par contre, ma question, elle se basait sur ce constat, c'est que dans les deux cas, c'est l'immersion que tu vas chercher, j'imagine, ou de faire un dessin qui soit suffisamment évocateur pour... Ouais, moi j'aime bien, aussi bien dans la bande dessinée que dans le jeu, c'est peut-être pour ça que tout est lié, que ça raconte une histoire. Ouais. Et moi ça passe aussi par le visuel avant tout. Et effectivement, j'aime bien quand je fais un prototype qu'il soit tout de suite dans un thème fort et que ça raconte une histoire. C'est quelque chose d'important pour moi. Alors on l'a dit, dans tes différentes casquettes, il y a la casquette d'auteur, parce qu'effectivement, même si tu as beaucoup de protos, tu as quand même un jeu, on l'a évoqué, un jeu qui a été édité, qui est Gare au Chacal. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le principe de Gare au Chacal? Gare au Chacal, c'est un jeu de majorité. Donc le thème, c'est la ferme. C'est un jeu pour enfants. Enfin, aussi bien pour enfants que pour adultes. C'est un jeu qui a plusieurs lectures, c'est-à-dire que les enfants peuvent jouer très bien tout seuls avec et vont beaucoup s'amuser. On peut jouer enfant-adulte, ça marche aussi très bien, ou que adulte, on aura une lecture différente D'accord. du jeu quand on va faire que entre adultes, puisqu'on va jouer beaucoup plus stratégique, on va plus calculer, regarder ce que font les autres joueurs, alors que les enfants vont juste manger les animaux parce que ceux-là ils aiment bien ou l'autre il aime pas. Voilà, c'est Oui, puis ça réfléchit pas trop. mais oui, voilà. Mais il s'amuse. Et en fait, c'est ça la force du jeu, je pense, c'est que il est jouable aussi bien les enfants tout seuls qu'enfants adultes ou qu'entre adultes. Voilà, donc c'est un jeu de majorité. On va faire des élevages, on va récupérer des cartes et on va essayer d'aller piquer les animaux chez les autres ou enlever des animaux aux autres Ou pour leur récupérer empêcher la de- majorité ouais. dans les familles qu'on va faire. Et le but du jeu à la fin est d'avoir le maximum de majorité dans les différents élevages qu'on va faire. On marquera 1 point par famille majoritaire par rapport aux autres joueurs, C'est comme un agricola avec des cartes, quoi. avec des cartes. En beaucoup plus simple. Ouais, parce que je me vois pas jouer à Agricola avec les enfants ou les laisser jouer seuls. Ça fait combien de temps Voyez-vous. qu'il est sorti, Gare au Chacal? Parce que. La première édition date de 2013. Ça D'accord. fait longtemps. Il a été réédité en 2016 D'accord. chez Sandra Morera édition. Et on le trouve toujours en boutique, il On est le trouve toujours en accessible. boutique. Ouais, tout à fait. Ouais. Cool. Ouais. Et t'as des protos sous le coude. T'en as Ouais. combien actuellement à peu près? Je sais pas, il y en a plein, mais les protos ça va, ça vient. Il y a ceux qu'on met de côté, C'est sur ça, j'en lesquels ai on va beaucoup revenir qui plus sont tard. de côté, il y en a certains qui reviennent sur lesquels je retravaille, qui retournent de côté. Ça évolue par phase. Ouais, tout à fait, ouais. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont dans les tuyaux d'éditeurs en ce moment? Alors il y a des choses qui sont dans des tuyaux d'éditeurs depuis déjà longtemps. Mhm. Donc j'attends. Mhm. Il y a 2-3 jeux, on va dire, puisque le gros projet avec Rémi Nathalie Oui. qui est dans les tuyaux. Et puis j'ai 2 jeux, un jeu d'enquête pour enfants et un jeu sur
pour raconter des histoires, en fait, On y a joué. un storytelling pour enfants Ouais. que j'ai en cours aussi. Et si je vais avoir normalement le septembre 2019 un jeu qui va sortir, mais chez un éditeur de livres philo-éducatifs. Donc c'est un jeu qui s'appelle Et toi tu ferais quoi, qui est aussi un jeu pour pousser les enfants, pour aider les enfants à discuter et à raconter leur journée et les problèmes qu'ils peuvent avoir en fait. Donc ça c'était un travail un peu différent puisque c'est un travail que j'ai accompli en stage chez l'éditrice. C'était plus pas une commande, mais c'était vraiment en accord avec l'éditrice pour pouvoir réaliser un jeu spécifique sur un thème spécifique. Mais c'est intéressant ça. Et Ça rejoint un peu les jeux de Roubira, un peu dans l'idée Feelings ou les choses comme Un ça. peu, c'est ça, exactement. Plus encore petite enfance, si je me souviens bien. On en a parlé. Non, celui-là, pas toi tu celui-là. ferais quoi? Faut vraiment savoir lire en fait. D'accord. Parce qu'il va y avoir des cartes avec des situations qui pourraient poser problème aux enfants. D'accord. Et ils vont demander aux autres joueurs ce qu'ils feraient dans cette situation-là. Pour Ouais, pouvoir donc il faut résoudre la le problème. lecture. Donc il faut de la lecture. Mm. Et la très bonne idée de l'éditrice, ça a été de traduire le jeu en 3 langues. Ce qui fait que toutes les cartes questions sont en français, anglais, espagnol. Et toutes les cartes aides de jeu avec des illustrations, il y aura En aussi en dessous néerlandais. l'anglais, le français et l'espagnol. Et est-ce que justement, parce que c'est une question qu'on a évoquée plusieurs fois, les gammes de jeux, mais du milieu scolaire, éducatif, certaines fois sont trop scolaires et pas forcément faites par des auteurs de jeux. Est-ce que tu y vois, toi, le plus, tu dis, tiens, parce que tu as les casquettes, on va dire, d'enseignants d'un côté, enfin, et d'auteurs de jeux de l'autre. Est-ce que tu es content de pouvoir mêler les deux en disant mon jeu il va peut-être être plus efficace parce que franchement moi c'est ce que j'ai trouvé l'intérêt de ce projet là. J'ai eu l'impression d'y avoir amené vraiment le côté jeu puisque La touche ludique, finalement. La gamme c'est une gamme qui existe depuis longtemps chez Pour Penser Édition. J'espère y avoir apporté vraiment de la mécanique de jeu. Il y avait ce côté jeu éducatif qui est très intéressant et qui marche très très bien, et voilà, moi c'est ce que j'ai voulu amener, un vrai gameplay dans le jeu, dans ce jeu là en fait. Et tu te parlais de tous tes protos que tu mets de côté, que tu reprends. Est-ce que, même s'ils n'ont pas encore trouvé preneur, est-ce que tu as des protos que tu estimes aboutis? Il y en a peut-être sur lesquels on ne travaille plus. Nous on en connaît un. Oui, j'ai des protos que j'estime aboutis, c'est sûr, que beaucoup de gens aiment, mais qui n'ont jamais trouvé preneur, et qui trouveront peut-être jamais preneur, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a le proto où l'originalité c'était de, une fois que tu as dépunché, ton matériel, le punch cave, tu as la moitié de la boîte qui part à la poubelle finalement. Et là tu avais une idée pour exploiter justement ce matos. Bah ouais, c'est ça, tout restait, on gardait tout, on jetait pas les punchboards, on les réutilisait. C'est très actuel ça comme manière de ouais, voir les mais choses. ça n'a pas pris en fait. Plus sur ce jeu-là, en fait, j'ai laissé tomber, plus par une déception quand il a été à Parthenay. Parce qu'il a été sélectionné à Parthenay en fait. Mais oui. Et j'ai pas eu de bon retour. Voire même des mauvais. Donc du coup ça met un petit coup, de moral et je l'ai mis de côté, j'ai lancé d'autres projets, j'ai fait d'autres choses entre temps, donc d'accord. J'ai toujours 3 boîtes dans mes cartons, dans mes placards. J'espère que tu retrouveras le moral pour le ressortir parce que moi je trouvais l'idée et le concept plutôt sympathique et original. Mais je me suis confronté à des problèmes que j'ai pas encore remis le nez dedans, peut-être qu'un jour. Désolé d'avoir remué un jeu couteau dans la plaie. Chip and Dale. Oui, j'ai joué à Chip and Dale. Chip and Dale, c'était. C'est très drôle. Chip and Dale, c'est un peu la suite de Dino Party en fait, parce que ça a été fait avec la même équipe, avec Antoine et Henri, l'équipe avec qui on a fait Dino Party. Et Chip and Dale a aussi issu de la Jam Flip en fait, puisque c'était l'exercice de la Jam Flip qu'on avait fait. Et là, le proto, il est bien. Je l'aime beaucoup en ce moment, parce qu'il est resté longtemps dans les cartons pour un problème de matériel. Oui. Et du coup, en réfléchissant, j'ai réussi à trouver un matos qui convient mieux. Et là, moi, le jeu me convient, effectivement. J'ai fait canne avec, j'ai pas trouvé preneur non plus, mais je vais pas le laisser de côté complètement celui-là. Non, parce que tu disais que Parthenay t'avait apporté des mauvais retours sur certains jeux, mais il y a eu quand même des bons côtés à Parthenay, parce que bien sûr, évidemment. Il y a Dino Party vient aussi d'une soirée de la Jam Flip, exactement. Alors, tu peux expliquer un peu en quoi ça consiste la Jam Flip? La Jam Flip, en fait, on a 2 jours, je crois, pour créer un jeu en équipe, et on a un matériel libre. Il y a plein de matos en vrac.
sous un chapiteau et on se sert et on doit créer un jeu en 24 heures. En décrivant les règles et tout. Il y a un jury. Et il y a un jury professionnel qui passe, qui teste les jeux. Qui teste les jeux et qui décerne un prix. Il y a une contrainte ou un thème qui est donné ? Oui, il y a toujours un thème qui est donné. Ouais, enfin, à l'époque, il y avait un thème qui était donné, puisque le thème des moutons, justement, Chip and Dale, il est issu du thème des moutons. Et c'est un exercice qui est très intéressant, la Jump Flip. Moi, c'est quelque chose que je réutilise dans les cours que je donne en fait, et je leur fais faire à peu près le même exercice où ils ont une partie du matériel imposé, une partie du matériel libre qu'ils doivent choisir pour pouvoir créer un jeu dans les séances de TD en fait. Ouais. Et donc justement lors d'une de ces parties de Jump Flip avec tes copains, vous étiez 3 et vous avez créé un jeu qui finalement a bien marché puisque Ankama s'est dit tiens ça vaut le coup de l'éditer et ça a donné naissance à Dino Party, un jeu sur le thème des dinosaures et de l'adresse du lancer de Meeple. Et voilà, avec leurs formes différentes, du coup ils vont pas forcément là où on voudrait qu'ils aillent. Et il faut éviter certaines zones, en faire d'autres qui vont créer. Il y a des postures inconfortables. Ouais, c'est ça. Et puis, quand on en a 2 pareils, ils vont pouvoir faire des petits. Ils se rencontrent. Est-ce que c'est pas ça en fait ? Est-ce que les auteurs de jeux ne sont pas des grosses feignasses et que les éditeurs ont dit on va leur faire un truc ludique, ils vont croire qu'ils jouent entre eux, mais au moins ils nous pondent un truc en 24 heures parce qu'ils réfléchissent pas plus que sur 2 ans, ils font croire qu'ils font tourner le jeu et tout, mais non, c'est parce qu'ils sont passés à totalement autre chose. 24 heures ça suffit pour créer un jeu et mettez-vous au boulot les mecs quoi. Ouais, mais ça dépend. Il y en a des jeux qui peuvent être créés très rapidement et puis d'autres où tu peux passer des années et des années. C'est plus comme s'il y avait un blocage des fois et qui, un jour on trouve la solution, on trouve la clé quoi. Ouais. Et le financement participatif, on en a parlé pour certains. Est-ce que c'est le genre de choses où tu te dis que peut-être pour certains de tes jeux ça pourrait... Ouais, en fait moi non, parce que je suis pas quelqu'un qui aime prendre des risques. Du coup je l'ai jamais envisagé. Pour l'instant je reste dans cette posture d'auteur où je propose des jeux à des éditeurs. Je discute beaucoup avec un copain, peut-être de se lancer un jour, de monter une maison d'édition ou un financement participatif, mais pour l'instant je passe pas le cap. J'ai pas envie. Non. Je fais déjà quand même pas mal de choses parce qu'entre mon boulot, les cours, le jeu, l'illustration, et j'ai plein de choses. C'est ça, et un financement participatif, c'est un travail à plein temps. Ça se fait pas comme ça se prépare beaucoup. Ça te bouffe du temps énormément. Ouais, mais ça se prépare beaucoup, donc ça du temps en amont, mais c'est aussi du temps pendant la campagne. C'est quelque chose qu'il faut vraiment entretenir. C'est un travail à temps plein. À l'instant même, tu es tout le temps dessus pour pouvoir répondre. Mais il faut y passer au moins 1 heure par jour à répondre aux sollicitations, aux questions des financeurs. Je vais amener de l'eau à ton moulin, je crois. Mais je pense qu'en termes de, pas seulement le temps, mais le stress que ça procure, l'attention que ça demande, ça doit être phagocytant comme truc. Ouais. Et en fait, faire du financement participatif, non seulement tu as ton travail d'auteur, mais tu as ton travail d'éditeur, parce qu'il faut que tu fasses tout le travail d'édition pour ton jeu. Et après, tu as le travail sur le financement participatif. Après le travail de distribution, c'est un travail, mais c'est un travail à temps plein. Tu cumules tout en fait, les métiers du monde du jeu. Donc de se faire soi-même son jeu, de s'auto-éditer, c'est quelque chose de très compliqué, je trouve. Surtout. Alors de plaisant certainement, parce qu'il y a l'excitation de le faire, l'envie, mais c'est ultra chronophage. Ouais. Ok, effectivement, on a compris que c'était pas simple, que ça soit auteur de jeu, que ça soit illustrateur, même en mêlant les deux. Que ça soit éditeur, que ça soit distributeur, de toute façon, ou vendeur, tous les. Il n'y a pas finalement une place plus agréable qu'une autre. Non, je crois pas. Là-dedans. Non, chacun. C'est vraiment des métiers différents. Donc chacun y trouve son compte dans ce qu'il aime, il prend les risques qu'il veut ou qu'il peut. Et chacun prend des risques à son niveau en fait. Aussi bien le distributeur que l'éditeur que. Puis être conscient aussi de ses compétences, de ses capacités à pouvoir mener un projet. Donc savoir si on est auteur, si on est éditeur, c'est pas la même chose. Des fois, il y en a qui ont la compétence de faire les deux, mais puis d'autres, non, ils ont que la compétence pour être l'un ou l'autre. Et puis l'envie aussi qui fait. C'est ça, puis c'est souvent plus intelligent de savoir ses propres limites et de pas aller au-delà. Ouais. Nous, au-delà de tout ce côté-là, il y a le côté sympathie parce qu'on se connaît en dehors, on s'est déjà vu sur les différents salons, donc nous on connaît tes protos et on passe toujours un bon moment, donc on aime bien, donc on espère qu'ils verront le jour. Merci, mais voilà, ça c'est après la réalité par rapport à la théorie, par rapport à la pratique, tu vois. Merci beaucoup à toi, Damien, merci à vous de m'avoir d'être venu ici à l'émission. C'est toujours un plaisir de se voir.
Nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours parce que malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, hein, même les émissions des Luttes et des Plumes. On vous fait des gros bisous. On vous dit à très très vite. N'hésitez pas à nouveau à nous suivre, que ça soit sur le Facebook par le biais de la vidéo, que ça soit à la radio ou que ça soit sur YouTube, sur SoundCloud, sur les podcasts, partout où vous voulez. Il y a toujours moyen de nous écouter. On vous fait des grosses bises et on va se quitter en musique. Et après avoir passé un bon moment avec Damien Marquis, Merci. nous allons lancer Sans d'encre, Némorine des Loutres pour accueillir dans 15 jours notre invité qui seront la loutre rôliste. Ciao. C'est coupé, moi j'ai